Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur À la croisée des plumes, le podcast dédié à l'écriture et la littérature. Je suis Nina Gorlier, autrice de l'imaginaire et blogueuse littéraire. Tous les mois, je partirai à la rencontre de créateurs d'histoires pour échanger avec eux sur des thématiques bien précises. Ces invités nous dévoileront leur point de vue d'auteur, mais également les œuvres qui les ont marqués en tant que lecteurs. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode d'À la croisée des plumes, qui sort un jour en avance, le jour de la Saint-Valentin, car aujourd'hui on va parler d'amour. Comment écrire l'amour ? Et pour répondre à cette question, je vais en discuter avec Ina Ciel, notre invitée du jour. Bienvenue sur le podcast, Ina. Merci, je suis trop contente d'être là. Je suis trop contente de t'avoir. Alors, comme d'habitude, on va commencer cet épisode par ta présentation pour que les auditeurs et auditrices qui ne te connaîtraient pas puissent faire ta connaissance. Alors, qui es-tu ? Quel type d'autrice es-tu ? Quelle est ton histoire, Ina ? Du coup, moi, c'est Ina Ciel. Je suis une autrice on va dire, d'imaginaire young adulte, parce que pour le moment, j'ai publié de la fantasy young adulte, mais voilà, je sais que mes envies d'écriture se baladent un petit peu dans tous les genres de l'imaginaire. Je suis l'autrice du coup d'une duologie de Dark Cottagecore qui est sortie chez Mnemos en 2023 et 2024. C'est Emblème. Et sinon, voilà, je crois que c'est un petit peu tout ce qui concerne ma facette d'autrice. J'aime les univers sombres, j'aime les héros à la psychologie très poussée. J'aime bien écrire des trucs réalistes dans des univers complètement imaginés. Donc, tu es connue pour ta duologie Emblème, comme tu viens de le préciser, qui est publiée aux éditions Naos. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ces deux romans, leur univers, quelle est leur genèse En spoiler, moi je les ai lus récemment, j'ai adoré et je sais qu'ils sont en train ils ont conquis plein de lecteurs, lectrices. Et voilà, pour ceux qui connaîtraient pas encore Emblème, voilà, tu peux leur pitcher, leur donner envie de découvrir. Alors, il y a tellement de façons de pitcher Emblème. Ma préférée, la plus courte, évidemment, c'est de dire que Emblème, c'est un roman qui commence comme une version un peu sombre et torturée de Jane Austen et qui finit avec une ambiance à la princesse Mononoke. On a vraiment... on a toute cette atmosphère forêt sombre, un peu vieille noblesse, cabinet de curiosité, manche bouffante et compagnie. On va suivre un jeune homme qui s'appelle Ereb et qui souffre d'un trouble anxieux. Il n'a pas quitté son manoir depuis sa petite enfance, il est extrêmement couvé par sa famille. Et le truc, c'est que c'est lui l'héritier du manoir, parce que son père est décédé. Et il commence à y avoir des problèmes financiers qui se posent. Il se trouve que une roturière fortunée va sortir d'absolument nulle part et arrive pour lui dire moi j'ai la solution à tous tes problèmes, je te propose une union de convenance entre nous deux, donc moi je veux ton titre de noblesse et toi t'auras mon argent. Alors évidemment, elle a d'autres desseins, ça ne l'intéresse pas spécialement le côté romantique du mariage. Par contre, Ereb, lui, qui est assez fleur bleue, il y voit l'occasion de trouver l'amour. donc voilà, c'est le début de leur aventure. Moi, ce qui m'avait donné envie, c'est qu'on en avait parlé comme de la Green Academia. C'est un terme, Oui, c'est la vrai. première fois que je l'entendais. Est-ce que tu as dit Dark Cottagecore Fantasy, voilà, Green Academia, c'est ça. Ouais, Et c'est ça m'a tout de suite parlé, en fait. J'ai toujours tout de suite imaginé un truc qui m'a intriguée, qui m'a attirée, et c'est ce que j'ai retrouvé dans Emblème. Donc, je pense que voilà, c'est un univers. Trop J'avais bien. jamais lu ça encore ailleurs. Donc, c'est l'originalité aussi de tout le monde. Et
en plus des personnages qui sont très attachants. Moi, j'ai beaucoup aimé Reb et aussi donc Cécilie, cette fameuse héroïne qui a pas froid aux yeux, que j'ai beaucoup aimé, que je me suis aussi reconnue dans ses envies, en fait, dans ses ambitions en tant que femme. Donc voilà. Je suis On trop aura contente que l'occasion. t'aies aimé Cécilie. Puis j'aime bien en fait que dans le tome 1, on est plus du côté des Reb et dans le tome 2, on va être plus Mhm. du côté de Cécilie. J'ai beaucoup aimé que ça soit chacun leur part. Voilà, ils sont chacun mis en avant et on va pouvoir parler plus en détail de comment tu as construit leur relation, que j'ai trouvé très intéressante. Avant que justement donc on parle de ça, j'avais une dernière petite question pour qu'on puisse te connaître. En tant que lectrice maintenant, est-ce que tu as un roman préféré ou si c'est trop dur, est-ce que tu as un dernier coup de cœur littéraire? Alors j'ai un roman préféré de tous les temps. Je suis absolument insupportable avec ce livre. Je pense que si on me connaît un petit peu, on sait genre lequel c'est. C'est L'ours et le rossignol de Catherine Arden. C'est mon bébé. J'ai lu ce livre et après j'ai acheté. Je pense que j'ai un rayon complet de ma bibliothèque sur des livres de contes slaves. donc voilà, oui, elle a démarré une passion dévorante et enfin voilà, ce livre, c'est tout ce à quoi j'aspire en fait en tant qu'autrice. J'approuve. Voilà, on en a déjà parlé dans d'autres épisodes de cette trilogie de Catherine Arden. J'ai beaucoup aimé le tome 1, l'ambiance et les suites où il y a plus d'action mais j'aime autant les deux facettes, tu vois, le côté plus contemplatif dans la campagne de cette époque-là et surtout l'héroïne, quoi, Vassia. Je me suis Vassia, tellement attachée à elle. Elle est incroyable. Ah bah moi aussi j'ai aimé tous les tomes, vraiment dans mon cœur. Et tout le côté folklore, vieux conte russe, slave, j'aime beaucoup cette ambiance-là. Dans le même genre, moi j'avais aimé La fileuse d'argent de Moi Naomi aussi. Novik. Moi aussi j'ai adoré. Bon, on va bien s'entendre. Évidemment, on a les mêmes goûts de qualité, donc tout va bien. Ouais, c'est une autrice que je vais suivre. Il faut que je lise son dernier qui est sorti, là, Requiem pour les fantômes. En plus, ça parle de la Première Guerre mondiale. Alors, voilà, j'ai écrit un roman un peu dans la même ambiance, donc je pense que ça va me parler aussi. Ah, chouette. Maintenant, allons dans le vif du sujet. À noter que le nom de l'épisode, c'est Écrire l'amour. Donc, j'ai nommé comme ça et pas la romance, par exemple. Je préfère le préciser parce que c'est pas la même chose. La romance étant un genre littéraire en soi, à part entière, qui mériterait même un épisode qui lui est dédié. Alors, peut-être une prochaine fois, peut-être un jour, je promets rien, parce que moi, personnellement, je lis pas du tout de romance. Mais il faut pas se fermer de porte. Mais voilà, pour commencer, pour cerner le sujet, je propose qu'on fasse le point. Quelle est la différence entre une histoire d'amour qu'on peut retrouver dans un roman et une romance? Est-ce que toi, tu as quelque chose à dire, un point de vue sur le sujet? Ah oui, clairement. Mais comme tu l'as dit, une romance, c'est un genre littéraire à part entière. C'est un genre qui est extrêmement codé, avec des attentes très précises. Et je dirais que la plus importante d'entre elles, c'est que à la fin, tout finit bien pour le couple dans une romance, alors que dans une histoire d'amour, on est beaucoup plus libre. C'est pas forcément le cas, et elle suit pas non plus ce déroulé en fait de la romance qui est très qui, qui offre un cadre très familier et réconfortant en fait pour les lectrices. Par exemple, pour moi, je fais souvent le rapprochement entre la romance et le policier. Dire que si à la fin du policier on découvre pas qui c'est le criminel, bah le lecteur il est frustré. Ben, pareil pour la romance, il y a vraiment des attentes super précises. Ça doit bien se finir pour les personnages malgré toutes les crises qu'ils surmontent dans leur relation. Oui, c'est ça, c'est vraiment un des codes de la romance, c'est ça. Faut pas, en fait, si on va à l'encontre, on risque de trahir le lecteur, en fait. Ouais, Alors complètement. que l'histoire d'amour, en effet, ça peut être, ça peut se finir bien, ça peut se finir tragiquement, ça peut tout simplement se finir comme dans la vie, des fois, les choses se finissent. Ça peut être une histoire d'amour, ça peut être aussi l'histoire d'un amour non réciproque. Ce genre de choses, on est beaucoup plus libre. Et puis il y a aussi la place dans l'histoire, automatiquement, la romance
bah, toute l'histoire va tourner autour de Ouais, ça, c'est ça. de l'histoire d'amour, alors que, bah, par exemple, dans Emblème, l'histoire d'amour, il y en a une qui va se construire au fil des tomes, mais c'est pas le cœur le sujet, en fait, d'Emblème. Il va avoir, c'est une intrigue un peu secondaire à côté qui Oui, tout va à fait. permettre d'étouffer les personnages et les relations entre les personnages, qui est très important dans un roman. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Moi, je sais que personnellement, je dis que je lis pas de romance, mais j'aime bien quand il y a des histoires d'amour secondaires dans les romans que je lis. Alors bien sûr, ça dépend comment c'est fait. On pourra en reparler. Bien sûr, hein, les goûts et les couleurs, voilà. On pourrait faire un vaste sujet aussi sur les tropes, voilà, enemies to lovers, machin, les trucs, Ouais. tout ça. Enfin, bref, ça dépend comment c'est fait, mais moi, je dis pas non, en fait, quand il y a une romance secondaire. Par contre, si elle éclipse, en fait, tout le reste, et par exemple, ça fait un peu cliché, mais tu sais, l'héroïne qui a plein qui doit sauver le monde, le destin de tous les personnages repose sur ses épaules, et puis, bah non, finalement, il y a beau gosse ténébreux, là, est-ce qu'il m'aime, tu vois, c'est hyper cliché ce que je dis, hein, je sais, hein. Mais voyez un peu le genre, ça va, évidemment, je dis, bah, tes priorités, fillette, quoi, on a peut-être Mmh. des choses plus urgentes. Ça dépend comment c'est dosé et ce que propose l'auteurice, quoi, voilà. Ah oui, ben, moi je lis les deux, figure-toi, mais j'ai toujours, enfin voilà, je me considère pas comme une vraie amatrice de romance, dans le sens où la plupart du temps je lis pas la fin. Je lis pas la fin parce que la fin me frustre. Ça me frustre de savoir à l'avance que tout va bien finir. Parfois, quand on arrive à la fameuse crise des 80%, parce que, enfin, il y a toujours ce truc-là, donc environ 80% d'une romance, il y a un truc qui vient séparer les personnages, et alors ils doivent surmonter leurs faiblesses, etc., pour se retrouver. J'ai envie de dire qu'une fois sur deux, à la crise des 80%, je suis là, mais quitte-le. Et quitte-le pour de bon, s'il te plaît. Enfin bon, j'ai pas toujours spécialement cette envie de ce happy end qu'on nous propose en romance. Donc voilà, je sais que je suis pas une vraie amatrice de romance, mais j'adore aussi les histoires d'amour. C'est drôle parce que, pour le coup, je lis pas de romance, mais je dis pas non à une comédie romantique ou en film, ça passe Mhm. mieux, tu vois. Peut-être parce que j'investis pas le même temps devant un film que Oui, dans la lecture peut-être. d'un roman. Et j'aime bien le côté un peu drama, juste, ouais, ce moment, cette crise en mode tout est perdu, oh, il y a un quiproquo, machin, est-ce que tu sais qu'ils vont se réconcilier, mais en film, j'aime bien en fait ce côté-là. Ah oui. Parce que ouais, c'est le côté un peu bah, réconfortant, comme tu disais, de savoir. Mais dans un roman, peut-être parce que bah, je suis autrice de mon côté et que je vais peut-être voir peut-être les fils en mode plus facilement en mode. Ouais, c'est Ah ça. ouais, mais tu vois, je sais pas. Après, les goûts, les couleurs, ça évolue aussi. Je pense que en tant qu'autrice aussi, pour grandir, apprendre, c'est un genre, faut que je m'intéresse à ce qui se fait dedans aussi pour apprendre de ces codes-là, en fait. Ça peut être qu'intéressant. Oui, totalement. Totalement. Donc voilà, c'était juste pour un peu distinguer les deux. Mais donc nous, on va s'intéresser à comment écrire l'amour dans nos romans. Alors l'amour, on va le voir, on peut le décliner en plusieurs formes. On va s'intéresser d'abord, peut-être ce qui intéresse les auditeurs, l'amour romantique, mais vous verrez, il n'y a pas que ça. Et donc, je voulais te demander, Ina, quelle place toi tu donnes à l'amour romantique dans tes textes. Donc là, c'est là où on va pouvoir revenir sur nos Alors, romans. Alors, se publier, et si tu as d'autres projets aussi, tu peux en parler. alors, je leur donne une place très fluctuante. C'est-à-dire que j'aime bien quand il y a une histoire d'amour dans mes textes, mais j'en ai pas spécialement besoin. J'ai besoin surtout qu'elle ait du sens, qu'elle ne soit pas comme un accessoire comme ça, qu'elle soit un vrai agent de transformation, quelque chose qui vient avec mon idée de base. Donc par exemple, Emblème, s'il n'y avait pas eu Cécilie, il n'y aurait pas eu... Enfin, s'il n'y avait pas eu Cécilie, ce mariage arrangé, ben, il n'y aurait pas eu d'histoire, Ereb serait resté dans son manoir, il n'aurait jamais
eu cette motivation de dépasser ses peurs et d'entraîner toute cette cascade d'éléments qui va dans l'histoire. Alors même si leur histoire d'amour n'est pas centrale, leur histoire d'amour est vitale à l'histoire. Enfin, leur relation est vitale à l'histoire et à son avancement. Mais j'ai un petit peu du mal avec le fait de rajouter une histoire d'amour. Parfois, je sais que moi, ça me pose des difficultés, pas sur le principe, mais sur l'exécution. Sur l'exécution. Si j'arrive pas à la mêler de façon réellement centrale, je vais la traiter comme une branche qui risque d'être élaguée à la correction, on va dire. J'aime beaucoup l'image, ouais. Et ça, oui, ça se ressent bien, en fait. Comme tu dis, elle est liée à cet élément perturbateur, en fait, qui est l'arrivée de Cécilie dans la vie d'Ereb. Et automatiquement, ouais, ça, c'est... Puis comme je disais tout à l'heure, c'est les relations entre les personnages. Selon moi, c'est un des choses les plus importantes, en fait, dans un récit. En fait, c'est comment ces interactions, etc. Et du coup, automatiquement, une histoire d'amour, quelle que soit la forme d'amour, ça va avoir son importance, en fait. Je sais que moi, j'ai plus tendance d'accorder de l'importance aux personnages et leurs interactions et leurs relations qu'à limite à un univers. Alors, dans Emblème, il y a les deux, c'est parfait. Tu vois, et c'est ce qui est hyper intéressant, je pense qu'on reviendra dessus aussi, c'est que la façon dont tu as traité l'évolution d'Ereb et Cécilie, c'est vraiment c'est un duo, en fait, et c'est pas Ereb et Cécilie qui est le love interest, tu vois, ou l'inverse. C'est vraiment les deux main dans la main, en fait, ils vont être construits tous les deux en ayant donc d'autres problématiques, d'autres désirs, d'autres motivations. Mais à côté, il y a ça aussi qui va se créer, qui va les accompagner et les influencer, en fait, tout au long. J'ai trouvé que c'était fait très intégré, très naturellement. Comme tu disais, on sent que c'est pas ajouté en mode il y a un cahier des charges. Bon, bah, faut une histoire d'amour. Parce que bon, bah, c'est un garçon ou une fille, donc tu vois, ou alors parce que ça qui plaît au lecteur. Puis je sais qu'avec Naos et puis ton éditrice Bleuhen, ça serait pas, tu vois, elle t'aurait pas demandé ça. Enfin, c'est pas de ce que je ressens bah non, justement, au contraire, au contraire, parce que Naos, c'est une collection qui, alors que y a beaucoup de maisons d'édition qui se tournent plutôt vers la romantisie, etc., c'est une collection qui a choisi de rester en dehors de ça et de proposer des textes qui ne comportent que des histoires d'amour secondaires, et il n'y a pas de souci avec la fin, que ça se finisse mal, tragiquement, ce genre de choses. Enfin, il y a une belle liberté de ce côté-là chez Naos que je trouve assez chouette, parce que je pense pas spécialement que j'aurais pu explorer même la structuration des tomes comme je l'ai fait avec n'importe quelle maison d'édition. Voilà, c'était quand même... t'as lu le tome 2, t'as vu le changement de direction, c'est quand même un peu casse-gueule. Enfin, moi, j'étais pas sereine, quoi. J'ai beaucoup aimé, moi. J'ai peut-être même une préférence pour le tome 2, donc tu vois, tant mieux, tu m'as embarqué avec toi, t'as Paris réussi. Et tu vois, moi, si de mon côté, je regarde un peu mes textes, je remarque en fait, niveau la place de l'amour romantique, il y a une évolution en fait. Il faut savoir, de base, moi, je me considère pas comme quelqu'un de très romantique. Donc, vrai je sais pas, mais quand mon premier roman, il n'y avait pas du tout d'histoire d'amour. Dans mon deuxième, La Mélodie des Limbes, ce qui est au cœur c'est une histoire d'amour, pas d'amour romantique, c'est l'amour entre un frère et une sœur, donc la famille, quoi. Et ça, il y a une toute petite histoire d'amour, mais c'est vraiment un truc en arrière-plan, quoi. Et après, j'ai fait Miranda aux éditions du Chat Noir. Alors c'est une histoire d'amour, mais c'est une romance du point de vue de Miranda parce qu'elle est érotomane, donc elle est persuadée que Allen, donc le jeune homme de l'histoire, est amoureux d'elle alors qu'il sait à peine qu'elle existe, tu vois, donc... ça, c'est trop le genre, ça me donne trop envie de lire, tu vois. Plus tu rajoutes un petit peu beaucoup de paranormal, puisqu'en fait on est du point de vue du fantôme, donc voilà, c'était intéressant de
Ah, c'est génial. Dans la tête de Miranda, c'est une histoire d'amour. Tu sors de sa tête, tu te dis, c'est un peu glauque quand même. Ah, Donc je suis fan de ce genre de dynamique. Enfin, je crois que j'ai jamais lu un livre avec ça. Je vais me jeter sur Miranda. C'était hyper intéressant à traiter justement ce côté-là, parce que pour le coup, Miranda, c'est quelqu'un de très... c'est une adolescente qui a été bercée à ce côté-là un peu très hétéronormé, donc voilà, Ouais. et aussi très fleur bleue, hein, c'est l'âge et tout, donc c'était intéressant. Donc voilà, est-ce que c'est à débattre, est-ce que c'est une histoire d'amour ou pas? Et sinon, dans Le Reflet brisé, là, il y a une histoire d'amour, mais ça va être plus comme dans Emblème, tu vois. Ça fait partie de l'évolution des personnages, mais c'est pas non plus le cœur du rôle. Enfin, tout ne, je trouve plus mes mots. Tout n'est pas relié à ça. Ouais, tout ne tourne pas autour de ça. Donc, en fait, dans le Reflet brisé, c'était comment expliquer? C'est pas que c'est un triangle amoureux. C'est en fait c'est plutôt le passage d'un intérêt amoureux à un autre. C'est dur d'en parler. En fait, il y a une relation qui va se terminer dans l'histoire et une autre va. Tu vois, c'est pas j'hésite entre Edouard et Jacob. Non, ça j'adore. Genre, j'adore le falling out of love. C'est ça. C'est un lovers to enemies. Ah, ok. Trop bien. Et je sais qu'il y a une de mes bêta lectrices qui m'avait dit justement à l'époque quand je travaillais le texte que c'était la première fois qu'elle lisait ça. Et moi j'avais adoré parce qu'en fait justement en fait si le personnage va passer d'une relation à une autre, c'est aussi parce qu'il évolue en fait. Mais oui, tout à fait. Et les deux intérêts amoureux qui sont bien plus que des intérêts amoureux, ils ont aussi leur propre histoire et tout, représentent d'autres choses. En fait, il y a une différence entre ce que le personnage croit avoir besoin, va rechercher dans la première relation, et dans ce qu'il a réellement besoin. Ouais. Qu'il va finalement trouver au terme de l'histoire. Et il y a aussi ce côté entre différentes formes d'amour. La première relation, ça va être plutôt le personnage qui aime en prenant. Donc un amour très centré sur soi-même, très égoïste, tu vois, destructeur. Et plutôt l'autre relation, un personnage qui lui va aimer en donnant en fait. Ouais. Donc voilà, donc moi c'est ça que je voulais explorer, qui est au centre enfin ça c'est lié à l'histoire en fait de la quête d'identité du personnage qui va passer d'une relation à l'autre. C'est dur de pas trop en dire. Je trouve ça trop intéressant quand c'est ce genre d'histoire que permet le fait de sortir du genre de la romance. Après c'est vrai que parfois on contourne un petit peu ce truc-là, j'ai l'impression surtout en romantaisie, où on commence avec un personnage, avec une première romance, puis on a une deuxième une première romance qui est plus problématique, et puis on a une deuxième qui est qui est finalement le vrai love interest le vrai love interest de l'histoire. Et c'est vrai que moi j'aime beaucoup quand il y a des trucs comme ça, parce que ça permet vraiment d'explorer plein de choses, de rajouter de l'inattendu, je trouve ça chouette. En tout cas, quand j'avais commencé l'écriture de ce roman-là, la deuxième relation, c'était pas prévu de base. Okay. Alors pourtant, je suis une architecte. Hein. Donc pour le coup, moi, je suis mais au fur et à mesure que que je développais mon plan et tout ça, et que l'histoire se créait, et bah là, je me suis dit, mais en fait, tel personnage qui avait un rôle hyper secondaire, surtout que c'est une réécriture de conte, donc c'était basé sur des archétypes qui existent déjà. Et là, je dis, en fait, il y a moyen d'en faire autre chose, et ça s'est fait logiquement, en fait, aussi. Et c'est pour ça, moi, qui de base, qui fait pas du tout d'histoire d'amour, là, je m'en suis retrouvée finalement faire deux au sein du même roman. Et ça m'a beaucoup interrogée. Est-ce que j'appuie là? Oui, finalement, j'ai appuyé là. Alors, je pensais pas aller dans cette direction. Et bon, ça a l'air d'avoir marché. Ah, mais chouette. Et si je regarde mon dernier qui est sorti, là, Sous un carré d'immortel, pour le coup, lui, c'est une histoire d'amour. C'est même, alors pas une romance, encore une fois.
Ceux qui l'ont lu savent que c'est pas vraiment une fin heureuse. C'est pas un spoiler parce que l'histoire d'amour elle est dans le passé et le narrateur raconte dans le présent, donc on comprend mais vraiment tout tourne autour de l'histoire d'amour. Alors comme c'est une novella aussi, c'est un plus petit format, donc voilà, c'est très centré sur ça. Donc voilà, et donc c'est drôle quand je regarde l'évolution de mon premier jusqu'à mon dernier paru, et quand je regarde mon prochain, là, Le Cœur des Ronces, qui sort au printemps prochain, on remet tout à zéro. Il n'y a pas du tout d'histoire d'amour romantique. Disons que le personnage, le personnage, il n'a pas le temps pour ça, et il a d'autres soucis. Voilà. Donc, ensuite, moi, je voulais te demander, alors, comme souvent avec mes questions sur le podcast, c'est une très vaste question. Je pense qu'on aura plein de choses à dire. Parce que le thème de l'épisode, c'est écrire l'amour. Alors, comment écrire l'amour? Je pense aux personnages, leurs sentiments, leurs interactions, leurs actions, comment mettre en scène tout ça pour que le lecteur il puisse croire en cette histoire d'amour. Alors bien sûr, ça reste notre humble avis. Moi, j'ai pas de mode d'emploi sur la question. Au contraire, je galère à écrire l'amour. Moi aussi. Moi aussi, méga galère. Et Rêve et Cécilie, punaise. Qu'est-ce qui m'en fait suer? Mais ça s'est pas ressenti à la lecture, en tout cas. Ah, purée, mais... ça passait crème, t'inquiète. Non, en fait, c'est marrant parce que j'ai appris quelque chose, vraiment, les écrivains. Je suis pas loin d'être une experte des histoires d'amour. Voilà, vraiment, vraiment loin. D'accord. Mais du coup... Et Rêve et Cécilie, à la base, moi, j'étais partie sur un trope de mariage arrangé, hein. un vrai de vrai, quoi. Ça devait être une romance, un truc pipou. Et puis, en fait, il se trouve que la façon dont je travaille, c'est que j'ai d'abord travaillé mon univers en numéro 1, mes personnages individuellement en numéro 2. Et j'ai pas pensé à travailler leur relation comme un personnage à part entière. Et donc, quand j'ai commencé à les écrire, je me suis dit, punaise, ça colle pas. Ça va pas. Jamais de la vie, ils finiront ensemble, ces deux-là. C'est pas possible. Genre, ça n'allait pas comme je voulais. Évidemment que ça n'allait pas comme je voulais. J'en ai fait 2 personnes qui n'auraient pas dû être ensemble, finalement, sur le papier. Et donc finalement leur relation s'est construite. Et ils ont quand même eu des sentiments. Après, ils restent profondément incompatibles, tous les deux. Ils s'aiment, mais ils sont profondément incompatibles. Et donc ça, c'était la conséquence de moi qui voulais écrire un truc mignon et qui a oublié de travailler la romance comme un... Voilà. Qui me suis dit, voilà, je vais créer 2 personnages... et ils vont se rapprocher, basta, voilà. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Et puis finalement, je me suis dit, en fait, c'est pas plus mal parce que j'ai fait un truc que je trouve cool et les gens aiment cette relation et moi, je l'aime et moi, j'en suis fière et tout. Mais c'est pas ce que je voulais à la base. Je pense que quand on écrit une romance, en tout cas, si on veut écrire une romance pour le coup, c'est aussi hyper important de travailler ces personnages individuellement. Faut pas l'oublier. Mais il y a aussi l'histoire d'amour à travailler et presque traiter comme une 3e entité, en fait. Un agent transformateur pour les personnages qui leur permet d'avancer pour terminer ensemble, mais aussi d'avancer dans leur propre lutte interne. Donc, voilà. Je dirais que le plus important, travailler les 3 aspects. C'est hyper bien dit, en fait. Travailler la relation comme un personnage à part entière, c'est hyper bien dit en fait. J'avais noté un peu cette idée-là, mais j'avais pas mis les mots exactement comme ça, mais moi j'avais mis de mon côté, j'avais écrit que c'était en fait une histoire d'amour, c'est un peu c'est un dialogue en fait, c'est une danse à 2, tu vois, et donc faut travailler les 2 personnages pour pas tomber aussi dans le piège, tu vois, vraiment, le personnage qui aime et celui qui est aimé, ou vice-versa, tu vois. Faut totalement. Les 2 doivent vraiment être palpables, comment dire. Ouais, qu'ils aient vraiment une profondeur. Faut pas que ça soit des personnages creux.
c'est ça, encore une fois, hein, je me répète peut-être, mais c'est ça que j'adore en fait dans la relation de Ereb et Cécilie. Et c'est des personnages qui doivent s'apprivoiser. Et même ça, c'est jamais acquis. Parce Oui, qu'ils non. vont ils vont se disputer, ils vont devoir faire des compromis l'un et l'autre. Ils essayent, parce que comme tu dis, ils sont pas forcément faits pour être ensemble, mais pourtant, parce que l'amour, peut-on vraiment expliquer l'amour, tu vois? Mais il y a ce côté-là. Et justement, c'est ça que j'aime bien. Ça fait réaliste, entre guillemets. C'est pas une. Voilà, c'est pas une relation parfaite. Il y a des hauts et des bas. Ils ont des désaccords. Ils doivent travailler l'un sur l'autre. C'est ça que j'ai beaucoup aimé, en fait. Et je me suis attachée à ça aussi. Je me suis dit, mais à eux, leur destin personnel, mais aussi leur destin ensemble, quoi. Qu'est-ce qui va devenir d'eux sans dévoiler quoi que ce soit, mais vraiment, c'est un des questionnements qui fait tourner la page suivante, quoi. Ah, mais c'est chouette, ça me fait plaisir. Mais c'est ça le côté réaliste, c'est que dans la vraie vie, on arrive et on se rend compte et on se rencontre et on a chacun toute une vie derrière nous, on a chacun nos propres enjeux, on a chacun nos propres faiblesses. Et voilà, on n'a pas été écrits l'un pour l'autre, enfin ça dépend comment on voit l'amour, mais voilà, je veux dire, peut-être pour les romantiques, on peut avoir été écrits l'un pour l'autre, mais de base, on n'a pas été écrits l'un pour l'autre, quoi, justement. Ouais, en fait, ce que j'aime bien, c'est comme dans Emblème, par exemple, c'est que on ressent vraiment, comme tu dis, qu'il y a eu un avant le début de l'histoire. Mhm. Un Ereb existe avant que Cécilie le rencontre, et de même, Cécilie existe avant qu'elle arrive, rencontre Ereb. Ça, c'est très important, en fait, qu'ils continuent d'exister au-delà de cet amour. Surtout que là, on parle d'une histoire où, comme on disait, c'est pas au centre de l'intrigue, en fait, l'histoire Mhm. entre Ereb et Cécilie. Mais je pense que c'est quelque chose qui doit être valable aussi dans une histoire où l'amour a encore plus d'importance. Ah oui, totalement. Je pense que Mm. c'est super important et tous les conseils d'écriture, etc., vont dans ce sens-là, vont dans travailler vos deux protagonistes et donner leur chacun des enjeux, des faiblesses, des conflits internes. Même si l'amour ne s'explique peut-être pas d'un point de vue d'autrice, il faut quand même qu'on fasse en sorte que les lecteurs comprennent pourquoi il y a une histoire d'amour, tu vois. Parce que moi, des fois, si je vois un personnage que je trouve pas assez travaillé, je vais me dire, mais Mhm. pourquoi un tel, il est amoureux de cette personne-là? Enfin, Oui, et puis tu vois, ouais. souvent, je trouve que ça arrive assez souvent. Pas dans les romances contemporaines, ou en tout cas j'ai moins l'impression, mais beaucoup dans les romantésies, d'avoir une... Enfin, en fait, si, peut-être aussi dans les romances contemporaines, j'en lis pas assez pour pouvoir faire une généralité, mais on confond beaucoup l'amour et l'attirance. Il y a énormément de romances, entre guillemets, qui ne reposent que sur l'attraction physique. Il n'y a pas de moment de vulnérabilité émotionnelle ou très peu. Et forcément, bah, du coup, ça en fait quelque chose de... Bah, pour moi, personnellement, je trouve que ça enlève l'intérêt. Je suis entièrement d'accord, j'avais noté ça aussi en fait. Je pense que c'est important de mettre en avant autre chose que le côté désir charnel, vraiment l'attirance physique. Ouais. Moi, j'ai vraiment du mal aussi avec les histoires d'amour qui reposent que sur ça. D'ailleurs, pour moi, c'est pas des histoires d'amour, c'est des histoires de fesses. Enfin, je sais. Oui. Et alors, pour le coup, moi, j'ai lu très peu de romantaisie, mais j'ai lu une des sagas les plus connues, alors, que j'ai pas du tout aimée. Alors, je vais peut-être pas la citer, parce que j'ai pas envie de mettre en colère des gens, mais en fait, je trouve justement qu'il y a ce problème-là. Enfin, le personnage féminin, la première fois qu'elle rencontre le mec en question, c'est Ouais. littéralement dit que c'est le plus beau mec qu'elle ait jamais vu. Alors là, t'as Ouais. aucun. Et après, et je trouve que leur relation, c'est que bah des scènes où ils couchent ensemble en fait. Et Ouais, c'est ça. il me manque ce côté-là en fait. Tu vois la relation autre que, enfin, Mhm. dans une relation, dans un couple, il y a pas que ça en fait. Il y a Ouais, enfin, totalement. et j'arrive pas à croire en ça, parce que j'ai dit, en fait, pour moi, c'est très, limite,
superficielle en fait, en mode ah bah oui, il est toujours limite en chien sur elle parce que c'est traité comme ça, c'est des caractéristiques animales qui sont données, voilà, Ouais. très bestiales, moi me met un peu mal à l'aise parfois, c'est pas trop ce que je cherche, voilà, je trouve pas ça forcément très romantique, mais ça c'est personnel encore une fois. Et j'ai l'impression que si tu te grattes un peu en dessous, bah ah ben heureusement qu'ils sont immortels et qu'ils vieillissent pas parce que oui ok Oui, hein, c'est ça. outre le physique, les belles tablettes de chocolat et la nana qui est une taille mannequin, bah voilà quoi. Mhm. ça il me manque quelque chose pour que je croie en fait en leur relation. Et sauf comme c'est une romantésie, la relation est au cœur en fait de l'histoire. Là, Ouais. c'est vraiment dans un cas où je trouve que le conflit géopolitique est très accessoire en fait par rapport à ça. Il y en a Mhm. un, mais je trouve ça se voit qu'il n'est pas assez développé. Et je dis pas assez. Voilà, ça fait un peu voilà jugement. Il est moins développé, mais ça sent que c'était pas le parti pris et c'est pas vendu comme voilà le trône de fer, tu vois. Ouais. Donc ok, c'est vraiment les lecteurs et lectrices, on sent qu'ils lisent l'histoire pour cette relation en fait. Mais justement, vu que c'est ce parti pris-là, et ben je me retrouve pas dans cette saga parce que bah, le côté géopolitique, c'est pas ça le propos. Mais le propos, c'est les couples et je n'arrive pas à croire aux couples. Du Mhm. coup, il me manque quelque chose qui fait que j'ai pas adhéré. Ouais. Bah, Peut-être que en d'autres circonstances, peut-être qu'autrement, j'aurais pu davantage entrer dans cette histoire et suivre cette relation. oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je partage totalement les mêmes, les mêmes réserves. Après, je suis encore en quête de la romantaisie qui fera chavirer mon cœur. J'avais envie de lire celle que Chris Vuklizevic elle a fait sous un autre nom. Ah oui, Porcelaine sous les ruines. Oui, et ça, parce qu'en plus j'ai beaucoup aimé Du thé pour les fantômes. Alors je sais que c'est pas le même genre, donc Ouais. je m'attends pas à retrouver Du thé pour les fantômes, mais j'ai envie de découvrir ce qu'elle a fait d'autre, parce que j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a proposé. Et j'ai l'impression que voilà, qu'elle propose quelque chose d'intéressant dans le genre, donc j'ai envie de découvrir sous cet angle-là peut-être. Ah oui, c'est une bonne idée. Moi, j'ai aussi beaucoup entendu de bien de la duologie de romantaisie de Mareva May. Oui. De chez Nisha. J'ai pas lu encore, mais je me dis, il y a moyen de trouver un truc chouette là-bas. En plus, c'est basé sur Obi-Wan Kenobi, le personnage Oui. masculin. Alors, ouais, je sais que je vais aimer. Donc, c'est vrai que. Et en plus, voilà, les deux œuvres qu'on a citées, elles sont francophones. Donc, cocorico. Exactement. Exactement. On peut compter sur les francophones pour écrire des trucs un petit peu. Voilà. Quand on veut du changement, on va chez les francophones. Alors, c'est drôle. Enfin, drôle. C'est intéressant parce que tout ce qu'on dit là, je regarde dans ce que moi j'ai fait dans Suzaka d'Immortel, où, comme je disais, c'est celui où il y a vraiment l'histoire qui est au cœur du truc, quoi. Et moi, ben, je me rends compte, j'ai pas forcément fait ce que je suis en train de dire là. Fait comme je dis et pas comme je fais. Ah oui, mais mais ça, classique. Mais je vais me justifier. Parce qu'en fait, sous un carnet mortel, c'est un narrateur à la première personne, donc c'est Bénédicte, qui raconte son histoire d'amour, son amour perdu, en fait, pour Arthur. Voilà. Donc c'est une histoire voilà, il y a, comme je disais, il y a l'histoire dans le passé qui est racontée au passé, cet amour heureux perdu, et le présent où voilà, c'est après la Première Guerre mondiale, Arthur n'est jamais revenu du front, voilà, il y a ça. Mais du coup, vu qu'on est uniquement du point de vue de Bénédicte, automatiquement on est biaisé, on n'a pas l'autre point de vue d'Arthur, ou alors on n'est pas un narrateur troisième personne un petit peu plus prendre du recul, on est vraiment dans sa tête. C'est un personnage qui est en deuil, tout ça, qui est en souffrance, donc il va vivre les choses extrêmement fortement, et enfin de façon très forte, et automatiquement il est biaisé. Et moi ce que j'avais voulu travailler en fait, c'est justement, bah oui, c'est un amour qui va être idéalisé, mais c'est fait exprès, tu vois. Ouais. Pour lui, le souvenir d'Arthur, c'est presque littéralement le soleil dans sa grisaille. Donc il y a ce côté-là, et je me suis beaucoup basée en fait sur ce côté un peu premier amour
amour Ouais, d'enfance, tu sais, le premier mot ouais. amoureux dans la cour de récréation. De ce côté-là, en fait, qui est un peu innocent, presque pur et tout, que tu idéalises parce qu'avec le temps, en fait, tu as envie de retenir que le Oui, positif. avec le temps qui passe, même si on sort de ce côté romance, etc. Tu sais, le truc où on vit un truc et on se dit plus jamais, tu vois, genre plus jamais ça et tout. Et puis quelques années après, tu te surprends à vivre de la nostalgie pour cette période. Et Mmh. tu te dis, mais enfin, j'étais misérable. Enfin, il y a vraiment ce côté, l'éloignement et le temps a Mmh. tendance à faire idéaliser les choses, ou cet aspect où on peut, par exemple, idéaliser une personne décédée. Ouais, c'est exactement ça que je voulais retranscrire, en fait, puis comme c'est un côté très poétique et tout, en fait, Arthur, il n'existe plus que dans les souvenirs de Bénédicte. Mhm. Donc et le lecteur, est-ce qu'il connaît véritablement le vrai Arthur? Non, Ah en ouais. fait. L'idée moi, j'ai écrit Arthur comme, voilà, comme en pensant à mes amours, du lycée, tu vois? De ce côté-là, un peu ce crush, même si c'est plus qu'un crush là, il y avait vraiment une relation entre les 2, mais ce côté-là idéalisé pour que le lecteur et la lectrice, tombe presque amoureux, c'est un grand mot, mais tu vois, Mhm. ce côté-là, à travers Bénédicte, parce qu'il y a aucun filtre, parce qu'on est littéralement dans son flux de pensée, en fait, Ouais, c'est ça. c'est intéressant. Un peu comme Miranda de son côté Oui, ouais, par rapport à c'est Allen. intéressant franchement, c'est intéressant. J'avais noté, dans dans Comment écrire l'amour, moi, il y avait une question que je m'étais posée, quand j'avais commencé justement à écrire dans Le Reflet brisé, ces relations où c'était la première fois que bah, il y avait vraiment, fallait que je m'attable à ça, que allez, écrire une histoire d'amour, faut que tu développes et tout ça. Et le Mhm. truc que j'avais peur de ne pas savoir faire, je ne sais pas si j'ai réussi à le faire, c'est écrire l'alchimie. Pour qu'il y ait Ah de ouais. l'alchimie entre les personnages, j'étais en mode, mais comment on fait? Genre en mode, il y avait, tu sais, une formule magique, une recette, tu vois. Oui, bah, aucune idée. Aucune idée. Parce que des fois, moi, quand je regarde alors dans les séries, des fois, ça me fait ça. Il y a des couples qui se mettent ensemble et je dis, mais je ressens aucune alchimie. Et alors là, c'est Mhm. autre chose parce qu'il y a l'écriture, il y a aussi les Les acteurs. acteurs. Ouais. Là, il y a que l'écriture en fait. Il y a pas un comédien qui va jouer le personnage et l'incarner et lui apporter quelque chose en plus. Non, là, c'est à moi en fait de créer l'alchimie. C'est dur. Ouais. C'est marrant. Moi, j'ai l'impression, pour le coup, que mais c'est sans doute parce que je suis pas encore une bonne artisane d'histoires d'amour. J'en ai pas écrit assez du tout, mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de une sorte de sélection naturelle, tu vois? Genre s'il y a pas d'alchimie, bah, finalement, tu changes de, enfin, tu vois ce que je veux dire? Enfin, en fait, dans mon roman précédent, donc qui est plus édité, il y a j'ai galéré, je voulais faire du coup une histoire d'amour entre le petit frère, de l'héroïne et un de ses, amis d'école, enfin de lycée. Et d'abord, enfin, je crois que j'ai dû changer 3 fois de love interest parce que je sentais pas le truc. Ouais, aucun contrôle là-dessus. Genre, je saurais pas, me dire: «OK, là, ça manque d'alchimie, voilà comment faire pour pour, rendre, enfin, pour donner de l'alchimie». Moi, ma seule solution, c'est je rase et je recommence. Je trouve que le mot alchimie, il est bien trouvé. C'est en anglais, ils disent chemistry, Ouais. avec mon super accent, pour parler de la chimie entre les personnages. Ce côté-là, la chimie, en fait, vraiment, c'est peut-être moi avec mon côté architecte qui trouve tout contrôlé, mais des fois, en fait, faut laisser, en fait, et ça vient naturellement. Et des fois, dans des projets que j'ai pu avoir, que j'ai pu développer, bah, j'ai dit, ah, bah, finalement, les deux personnages là, je suis en train de faire interagir, ah, peut-être qu'il y a moyen et que ça apparaît, tu vois? Comme vraiment réaction Ouais. chimique, tu vois? Que c'est pas forcément quelque chose qu'on peut contrôler. J'en parle comme si c'était des vraies personnes, c'est intéressant. Oh, mais complètement. Par exemple, Al Ereb et Cécilie, moi, au début, je leur trouvais aucune alchimie. En fait, je sais même pas si
Alors, je pense qu'ils en ont, puisque les Oui. lectrices les aiment ensemble, mais au début, je me disais, mais oh là là, il y a vraiment rien. Genre, je voulais qu'il se passe un truc et il se passait rien. Et j'étais là, mais... Ah bah moi, le premier mot qu'Erem lui dit, et alors il paraît que vous voulez m'épouser. Moi j'étais oh. Ah oui, non, moi aussi à ce moment-là, j'étais là. Ah, et puis tout est parti en cacahuète. non, moi aussi, j'ai adoré. Et il y a des petites répliques comme ça, des rêves où j'étais là. Ah, mais bon. Ah ouais, non, c'est dur, hein. À partir du moment, en fait, j'essaie de conscientiser le truc. La chimie, j'ai l'impression que j'arrive plus à rien, en fait. Faut suivre son instinct, là, ses tripes et... Mais j'ai vu... donc, il y a une autrice dont je regarde pas mal les vidéos. Bon, c'est en anglais, donc mais c'est une vraie mine. Genre, si tu parles anglais ou si tu le comprends, c'est une vraie mine d'informations. Et là, j'ai vu qu'elle avait un titre de vidéo qui était créer de l'alchimie instantanée entre les personnages. Et je me suis dit, je l'ai mise dans ma liste de trucs à écouter plus tard. Et du coup, je l'ai pas encore écouté, mais j'ai pas encore la réponse. Mais en tout cas, elle m'a déjà beaucoup débloqué plein d'autres trucs, cette personne. Tu te souviens de son nom? Oui, c'est Abby Emmons. Ah mais oui, je la suis aussi. Elle est trop bien. Elle est trop bien. Je mettrai le lien de la vidéo pour compléter l'épisode. Oui, c'est ça. Mais du coup, voilà. Je pense que c'est bien parce que toutes les vidéos de Abby sont bien. Mais je ne sais pas. Moi, j'avais quand même tenté de trouver une réponse à comment faire l'alchimie. Et donc, j'avais mis... On va voir ce que ça vaut. Hein. Mais on l'a un peu déjà dit. En fait, c'est pour moi, comme c'est vraiment un dialogue, en fait, une relation, vraiment, il faut que les personnages vraiment se répondent. Il y a un peu cette idée, tu sais, les contraires s'attirent. Donc, on fait un côté un peu ce côté, il faut qu'ils se complètent, mais sans être complètement opposés non plus, parce qu'il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui les lie, en fait, qui explique qu'il faut qu'il y ait comme ce espèce de fil invisible qui les attire l'un vers l'autre, autre que l'attirance physique, bien entendu, comme on disait. Et pour faire, voilà, il faut que le personnage A puisse trouver des choses dans le personnage B et vice-versa, mais il faut aussi qu'il y ait un terrain un peu commun, parce que moi, des fois, il y a on me propose des couples, alors surtout dans les fandoms, tu sais, où il y a des couples de fans, etc., qui vont, par exemple, shipper. Alors ça se voit que j'ai été sur Tumblr quand j'étais ado, parce que... voilà, les ships. Et des fois, en fait, il y a des couples, des fans qui aiment bien l'idée d'un couple qui n'est pas, en fait, canon, comme on dit, donc qui n'existe pas. Par exemple, si vous avez été dans le fandom d'Harry Potter, hein, c'est un des plus connus. Dramion, tout ça. Et bah, tu vois, alors, il va y avoir peut-être plein de gens qui vont se désabonner. Le Dramion, moi, je ne comprends pas. Non, mais non. Et oui, non. Enfin, il s'est trop opposé, en fait, tu vois. Toute la difficulté, c'est de se dire que avec leur background, avec leur caractère, avec leurs convictions, etc., comment est-ce que tu peux les rapprocher? Genre, je pense qu'il y a des gens qui sont capables de rapprocher n'importe qui. Enfin, je sais pas, mais il faut savoir bien le faire. Et je pense que c'est ça qui fait finalement la qualité et l'exploit, on va dire, de la fanfiction. C'est d'arriver à... C'est ça. D'arriver à faire un truc qui tienne la route pour les ramener ensemble. Ils ship, alors j'ai jamais rien lu, ce que c'est trop pour moi, mais le Tom Mion... Donc Tom Jedusor Hermione, donc Voldemort. Hermione. Ah oui, bah, écoute. Là, pour moi, c'est trop. Je peux comprendre l'attrait qu'il y a dans on parle du coup des tropes de romance, mais l'ennemi to lover. Mais pour moi, des fois, ok, il faut qu'ils soient ennemis de base, sinon c'est pas le trope. Mais des fois, je dis, bah, en fait, ils sont tellement ennemis pour moi, on peut pas, en fait. Et dans une relation comme Draco et Hermione, enfin, il y a tellement le côté, le racisme, en fait, les insultes, le mépris profond, le mépris, la traite de sang de bourbe et tout ça. Il y a vraiment, en fait, pour moi, une histoire. Alors, réaliste, c'est bien vite fait dit comme mot, parce que voilà, ça reste un univers fictif. On en peut, techniquement, un auteur talentueux peut tout faire à ses personnages, c'est logique, tu vois. Mais pour moi, je comprends pas, en fait, comment elle pourrait aller vers quelqu'un comme lui, en fait.
Donc, mais ça, c'est après, c'est aussi mes goûts personnels, c'est pas comme je vois les choses, et c'est, voilà, c'est pas, ce genre de trope m'attire pas. Par contre, une trope que j'adore, c'est le rivals to lover, parce qu'en fait, dans le côté rivalité, il y a ce côté, cette opposition qu'on peut retrouver dans l'enemies to lover, mais s'ils sont rivaux, c'est qu'ils partagent quelque chose. Par exemple, Ouais, ils veulent la même chose, en gros. ils veulent la même chose, donc les mêmes ambitions, le même domaine, tu vois. J'ai pas encore lu Divine Rivalité, mais je crois que c'est ça. Donc, euh, donc pour moi, il y a ce truc qui va les lier, en fait. Et rival, il y a une opposition, mais c'est pas non plus en mode, bon, bah, je déteste toute ta famille qui tu es, mon peuple va exterminer le tien. C'est extrême, mais tu vois. Donc, à voir, je sais pas ce que vous en pensez, les auditeurs, de ça, mais... Ouais, moi j'aime bien les enemies to lovers, mais c'est rarement des enemies to lovers, en fait. Donc, je suis souvent déçue. Donc, en fait, je pourrais dire facilement que j'aime pas le trope, mais c'est pas vrai. Je pense que... Enfin, j'en ai lu un, j'ai pas lu toute la saga, mais c'était c'était la dernière saga de Eulalie Lombard, où elle avait voulu faire un vrai Enemies to Lovers, et ouais, c'était un vrai Enemies to Lovers. Alors, je suis pas encore arrivée à la partie to Lovers, mais tu voyais le truc et t'étais là, ah ouais, ça va être intéressant. Enfin, en fait, moi, ce que j'aime bien dans les Enemies to Lovers, c'est qu'ils deviennent pas vraiment to Lovers. C'est que ils cessent pas d'être ennemis, ils sont enemies but lovers. C'est encore plus intéressant, j'avoue. Et puis pour moi, l'enemies to lover, pour que ça passe, il faut que ça soit aussi un slow burn, en fait. Ouais, tu peux pas passer d'enemies to lover d'un coup, en fait. Il faut que ça soit... tu vois, je sais, alors ça, quand j'étais plus jeune, je regardais le dessin animé Avatar, le dernier maître de l'air. Et je sais qu'il y avait, dans le fandom, il y avait je sais pas si t'es familier avec cet univers-là. Je lance comme si tout le monde connaît. Oui, si, enfin, vaguement. Enfin, je veux dire, j'en ai regardé quelques-uns et tout. Je suis pas incollable, mais je connais les bases. Et je sais qu'il y avait plein de fans qui étaient à fond sur l'idée du couple, donc Zutara. Donc c'est Katara qui maîtrise l'eau, et Zuko qui maîtrise le feu. Donc il y a ce côté aussi un peu les contraires qui s'attirent, tu vois, tout ça. Et pour le coup, alors il y a rien entre eux dans le canon, en fait. Ils finissent tous les deux avec d'autres personnages et tout. Mais pour le coup, je pouvais comprendre l'idée, parce que la dynamique pouvait être intéressante, et en fait, c'est en parallèle de l'arc narratif de Zuko, qui est un arc de rédemption. C'est un des meilleurs arcs de rédemption que je connaisse. Il commence, c'est l'ennemi, et à la fin, il est racheté. Et c'est pas en mode, je fais une bonne action, c'est bon, tous mes crimes sont pardonnés. Tu vois, c'est un personnage qui va devoir qui fait des erreurs, qui retombe dans le mauvais chemin, qui doit se faire pardonner. Katara, elle a du mal à l'accepter, hein. Ça prend très longtemps. Mais je peux comprendre l'idée, en fait, même si pour moi, je m'en fous, en fait, de s'ils finissent en couple ou non, machin. Mais je peux comprendre, tu vois, là, il y a moyen à faire, parce que bah, c'est développé sur 3 saisons de je sais plus combien d'épisodes, tu vois. Ouais, il faut que la trajectoire soit plausible aussi. Il faut laisser le temps, en fait, aux gens d'évoluer, de laisser leurs conflits internes prendre de la place, les emmener dans telle ou telle direction. Et je trouve que, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'un vrai enemies to lover, moi, on m'a vendu plein de romances comme ça, sur ce trope-là, et je me dis, est-ce que c'en est vraiment un, ou est-ce que c'est plutôt juste... au début, je n'aime pas cette personne, on peut pas se blairer. Oui, c'est ça. Parce qu'un vrai enemies to lover, il y a ce côté... Ennemi, c'est quand même très fort comme mot, tu vois. Par exemple, on m'avait vendu la saison 2 de Bridgerton, moi, que j'ai beaucoup aimé, comme un enemies to lover, parce qu'au début, Kate et Anthony, je sais pas si t'as vu Bridgerton, oui, mais... non, on peut pas dire ça, enfin, je sais pas. on m'avait dit, parce qu'au début, c'est vrai qu'ils peuvent pas se blairer, mais très rapidement, non, enfin, tu vois, c'est pas non plus des ennemis mortels, tu vois, c'est juste que... Non, ça c'est je ne peux pas te blairer, to lovers. C'est ça. Donc, est-ce que c'en est vraiment... Et là, on part dans un autre débat, on va peut-être revenir au sujet. Je suis la spécialiste pour m'éparpiller, je suis désolée. De base, je devais donner ma solution pour l'alchimie. Ah purée, c'est vrai. Que je n'ai pas donné finalement. si, il faut qu'ils se complètent, et voilà, qu'ils soient opposés, on se complète, mais qu'il y a quand même un lien entre eux pour, voilà. Je pense que l'alchimie, ça se décline en plein de choses, en fait. Bon, forcément, celle qu'on connaît le plus, c'est l'alchimie physique, et je pense qu'il y a énormément, du coup, qui se repose un peu trop sur cette alchimie-là.
Mais il y a aussi tous les petits moments un peu partagés. Il y a aussi la tension entre les personnages. Ça peut être les petits, leurs petites joutes verbales. Ça peut être, je sais pas, des petites private jokes qu'ils ont entre eux. Ça peut être, ouais, ça peut être des moments de vulnérabilité. Enfin, j'ai C'est l'impression que ça. c'est... En Tous fait, les petits détails, quoi. ouais, j'ai l'impression que l'alchimie, en fait, bah, du coup, ouais, et tu me diras, c'est super logique. Ça se construit dans le 1 plus 1 égale 3, quoi. Parce qu'il y a la relation dedans. Enfin, ça se construit dans le truc... Oh là là, je commence à dire n'importe quoi, au secours. Mais bon, j'espère qu'on m'a compris. Sinon, oubliez. En tout cas, moi, je t'ai compris, alors j'espère que les auditeurs suivront. Ça va. Je suis d'accord, c'est... En fait, je me dis, il faut imaginer, vous savez, quand vous êtes dans une... Je sais pas, imaginez vous êtes dans une pièce avec votre groupe d'amis, et que dans ce groupe d'amis, il y en a deux, tu sens qu'il y a un truc, tu vois, et que Ouais, ça une vous saute. complicité. Et en fait, toi, à l'extérieur, tu dis, Martine et Jean-Jacques, là, il y a un truc, Il y a un peut-être truc. peut-être que même eux, ils se l'avouent pas, tu vois, mais toi, tu le remarques de l'extérieur. Et ben justement, il faut que le lecteur, lui, il remarque ça avec vos personnages, en fait. Et comme Ah tu dis, ouais. ça peut être des petits détails, ça peut être des petits gestes du quotidien, petits gestes d'intention. Ça vaut pour un couple qui est déjà établi ou deux personnages qui se cherchent, sont pas encore officiels, tu vois. Ou alors quand tu es du point de vue interne du personnage, plutôt, bah, il va remarquer des petits détails sur du personnage que les autres remarquent pas, que ça soit physique ou dans les habitudes, où il va des petits tics que lui va trouver attendrissants, ou moi j'aime bien, je sais plus où j'avais lu ce conseil, c'est un truc tout bête, mais par exemple, en fait l'idée c'était qu'inconsciemment tu vas mettre en avant la personne que tu aimes. Et par exemple quand tu veux dire, je sais pas, Paul et Jacques, tout le monde va dire Paul et Jacques, Paul et Jacques, Paul et Jacques. Et si le personnage est amoureux de Jacques, il va dire Jacques et Paul au lieu de Paul et Jacques, tu vois. Je sais pas D'accord. si c'est clair. Et Ouais, inconsciemment, le personnage, il met en avant Jacques parce que c'est Jacques. Tu vois, il y a ce truc-là où il va en parler. Je sais pas. J'ai l'impression de Non, balancer des si. trucs comme ça. Ah non, ouais, c'est marrant. Enfin, c'est des pistes, quoi. C'est intéressant. Pour moi, voilà, pour montrer que, encore une fois, c'est l'idée qu'il faut passer. C'est le fameux conseil qu'on nous sort tous, c'est le show don't tell, tu vois. Parce que le nombre de trucs en mode ah bah j'aime machin, ouais bah pourquoi, comment, enfin tu vois. Alors que moi j'adore. Alors là j'anticipe un peu. Bon, tant pis, je l'avais gardé pour la troisième partie, mais je vais le donner là un exemple dans une de mes lectures. Je sais pas si tu as lu une éducation meurtrière de Naomi Novik. Oui. Moi, j'ai lu que les 2 premiers tomes. Alors peut-être que quand je vais lire le tome 3, je vais me dire J'ai lu que le 1. J'ai lu que le 1. Pas de spoil. Mais dans le 1, c'est évident que elle, donc Galadriel, elle, et Orion, c'est évident qu'il y a tu vois, qui sont liés les deux. Ouais. Et donc, mais ce que j'aime bien, c'est que c'est du point de vue interne de elle, c'est une narration à la première personne, et elle, c'est un personnage qui est un sacré caractère, qui a la langue bien pendue, mais d'un autre côté, qui se ment à elle-même, qui se cache plein de choses, tu vois. Et ce que j'aime bien, c'est que moi, je trouve que dès le tome 1, tu ressens qu'il y a un truc entre deux, alors que t'es pas du tout du point de vue d'Orion, t'es que du point de vue d'elle. Mais tu sens que entre ce qu'elle dit, elle est toujours en mode je le méprise, mais il m'énerve lui, Orion Lake et tout ça et machin. Mais tu sens en fait dans ce qu'elle dit à la narration et ce qu'elle fait et ce qu'elle agit presque inconsciemment. Ah oui, bon, Orion Lake, oui, il te saoule, mais pas tant que ça non plus, tu vois. Et il y a moi, je me suis attachée aussi au personnage d'Orion par rapport à ça, en fait. Tu dis, mais pas à nous, elle. Pas à nous, Galadriel, quand même. Et moi, j'aime beaucoup, en fait, cette façon de... Moi, c'est jamais dit, elle se pose jamais en mode, oh, je suis amoureuse. Hein. Est-ce que c'est vraiment être amoureuse? Parce que dans la situation, dans le contexte de l'histoire, ils n'ont pas vraiment le temps pour ça. Ouais, non, ils sont trop occupés à survivre. Mais il y a ce côté-là, ces petits signes, en fait. Elle s'inquiète, tu saoules Orion, tu fais que de sauver tout le monde, tu te mets en danger, quoi. Bah oui, il se met en danger. Pourquoi ça te dérange qu'il soit en danger, tu vois? Ouais, c'est vrai. C'est vrai, j'y avais pas repensé.
Donc voilà, on a quand même réussi à donner quelques conseils, on s'est pas mal débrouillé, tu vois. Des conseils en mode testez pour nous et revenez vers nous. Alors voilà, on a bien parlé sur l'amour romantique, mais je trouvais, comme je disais tout à l'heure en début d'épisode, je trouvais intéressant qu'on parle également d'autres formes d'amour. Qui, moi, ça, c'est des choses qui m'intéressent tout autant dans mes lectures. Parce qu'il n'y a pas que l'amour romantique ou l'amour charnel, vous l'avez compris, il y a aussi l'amour platonique, l'amour familial, l'amitié, que je considère comme une forme d'amour aussi. Moi, c'est des choses que j'ai pu avoir apparaître dans Emblème, par exemple. J'ai beaucoup Mmh. aimé certaines relations familiales, pour rester vraiment, du coup, sur quelque chose qu'on voit dès le tome 1, pour rien spoiler. J'aime beaucoup le personnage d'Anna Sandre, qui est la mère d'Emblème, et la relation qu'il peut avoir, qu'elle va avec son fils et ses filles. Justement, les sœurs, j'ai dit Emblème, d'Erem, hein, pardon. Et Ouais, donc, non mais j'ai même pas tiqué. Du coup, c'est Anna Sand avec son fils Ereb, et donc Ereb et ses sœurs aussi, Cécilie avec sa cousine Myrtle. Moi, j'adore le personnage de Myrtle et tout. Voilà, j'ai beaucoup aimé, qui est aussi une place très importante accordée à la famille. Ouais. Et donc, je sais pas si tu veux rebondir sur ça, parler de ces relations que tu as mis en place. Ah si, moi c'est un truc que j'ai adoré. J'ai vraiment adoré et pareil, ma relation préférée, c'est vraiment celle de... Bah, du coup, c'est pas celle de Anna Sandre et Reb, c'est celle d'Anna Sandre et Cécilie. J'adore aussi. La belle-mère et la belle-fille. Ouais, c'est ma préférée et je pense que c'est un des trucs dont je suis la plus fière sur l'ensemble du coup de la Tu peux, duologie. ouais. Faut dire que Anna Sandre, sa relation avec Ereb, c'est une relation toxique, hein. Donc voilà, on peut pas dire que j'aime cette relation-là, même s'il y a un amour profond entre les deux. Anna Sandre aime profondément ses enfants, mais elle ne fait pas forcément les choix qui sont bons pour eux. Et elle fait des choix qu'elle justifie par son amour, qu'elle se justifie à elle-même par son amour, mais voilà, qui ne permettent pas de créer un cadre favorable pour ses enfants. Si on prend Ereb par exemple, Ereb a de l'anxiété, évidemment, c'est lui. Enfin, il a déjà un problème d'évitement et ce genre de choses où voilà, c'est difficile de sortir de chez lui, etc. Mais Anna Sandre l'encourage. Anna Sandre l'encourage dans tous ces mécanismes de protection qui l'empêchent de guérir. Et même consciemment, elle veut que ça reste comme ça, parce que pour elle, c'est confortable que son fils soit là, que son fils soit à l'abri du danger. Anna Sandre aussi a eu des traumatismes. Et voilà, elle a besoin de ses enfants auprès d'elle. Ses filles ne sont plus auprès d'elle parce qu'elles ont pris leur envol. Il reste Ereb. Et Ereb, il est prié de pas bouger. Il est prié de rester là. Et quand donc il y a Cécilie qui arrive, eh bien Anna Sandre, elle devient adversaire forcément. Elle devient adversaire parce qu'elle veut protéger Ereb, mais à l'intérieur d'elle-même, elle veut aussi se protéger elle-même de la solitude qu'elle pourrait avoir. Enfin voilà, donc franchement, Anna Sandre, moi c'est un de mes personnages préférés dans Emblème, et j'ai adoré écrire les dynamiques avec elle. Et son évolution aussi, et le fait que... En fait, je pense que c'était aussi important. Quand on voit certaines formes de violence dans le milieu intrafamilial, qu'on n'ait pas que des personnages qui sont... des parents et autres qui sont mauvais, qui montrent un désamour en fait. Je trouve que c'est aussi important de montrer des parents qui aiment profondément leurs enfants, qui font ce qui est le mieux pour leurs enfants selon eux et selon leur vécu, mais qui créent du dégât. Parce que finalement, est-ce que c'est pas l'expérience la plus commune de l'imperfection parentale ? Simplement, du fait que les parents sont des humains, qu'ils ont eux-mêmes leurs propres faiblesses, qu'ils ont probablement eux-mêmes leurs propres traumas qu'ils n'ont pas guéris,
Et puis c'est la génération suivante de faire le travail. C'est hyper beau ce que tu dis, je trouve, et c'est hyper intéressant en fait. Pareil, Anna Sand, c'est un personnage c'est un personnage qui est pas du tout manichéen. Ça serait tellement facile de faire la mère castratrice, tu vois, enfin celle qui le cliché de ces femmes qui veulent garder leur petit garçon pour elles-mêmes. Du coup, elles vont enfin, tu vois, être en opposition totale avec la belle-fille qu'elle voit comme une intruse qui vient voler leur petit garçon, tu vois. C'est pas que ça, en fait. Il y a vraiment... Et je trouve que Anna Sand et Cécilie, elles peuvent être en désaccord, avoir un conflit, mais sur d'autres points, elles se comprennent. À fond. Elles se rassemblent. Moi, j'adore les scènes où elles sont toutes les deux. Chacune a du répondant. Alors, du coup, c'est super. J'adore. Ça se voit que ça sent que t'as dû adorer écrire ces scènes parce que... Ouais, j'adore. Et j'étais tellement contente aussi qu'Anna Sand aussi, donc on la voit aussi dans le 2e tome et tout. C'est un des personnages que j'adorais suivre en fait. Ouais, et à chaque fois j'étais en mode comment elle va réagir, qu'est-ce qu'elle va faire. J'adore de pas savoir, de pas approuver tous ces choix, mais en même temps je comprends d'où ça vient, quoi. C'est intéressant. Ouais, c'est ça. Je pense que quand t'arrives à écrire un personnage comme ça le rend humain, quoi. Enfin, parce que des personnes comme ça, ça existe. On en connaît peut-être, donc ouais, c'est quelque chose de très très honnête dans ce que t'as fait, je trouve. Ah bah merci. Non, franchement, c'est ma relation, mon histoire d'amour préférée. Et toutes mes scènes préférées contiennent Anna Sand. Ça, j'ai remarqué. Et dans les relations avec les parents, j'ai beaucoup aimé aussi. C'est plus mineur, on le voit moins, mais j'aime beaucoup aussi la relation entre Cécilie et son père. Ouais. On n'est pas dans, tu sais, une jeune fille de cette époque-là qui veut s'affranchir, parce que Cécilie, c'est ça en fait. Sa quête, c'est pouvoir vivre pleinement en tant que femme, poursuivre ses ambitions comme un homme pourrait. Et on n'a pas le père, tu vois, un peu non, les filles c'est comme ça, tout ça, c'est un père aimant qui l'encourage, enfin j'étais très touchée par leur relation, d'avoir ça derrière, c'était très beau aussi. Ah, merci. Oui, moi, ça me fait trop plaisir. Ça me fait trop plaisir parce que c'est vraiment ce genre de dynamique. Les dynamiques familiales, c'est mon... Mouah. J'adore. J'adore. Et je pense que c'est peut-être ce que je préfère. Je préfère plus ça que les histoires d'amour romantique. J'aime bien ce côté un peu... c'est pas parce que tu as un lien de sang que l'amour est forcément là, déjà. C'est pour ça que moi, j'adore le trope de la found family. Ouais. Où c'est la famille que l'on trouve autrement. Et j'aime beaucoup, en fait, ces dynamiques. Par exemple, moi, dans un de mes projets, qui n'est pas édité, c'est le projet Folklore, donc c'est une duologie de fantasy que peut-être un jour j'arriverai le caser quelque part, on ne sait pas, on verra. Mais en fait, dedans, il y a une relation entre deux sœurs. Ouais. Et elles sont vraiment c'est pas du tout tu vois, elles sont à l'opposé l'une de l'autre. Et en fait, c'est une relation conflictuelle parce qu'en fait, elles ont... Déjà, il y a c'est l'aînée. C'est dans un monde, c'est une société matriarcale. Donc, en fait, c'est la noblesse. Donc, c'est elle qui va hériter de sa mère, etc. Donc, c'est elle l'héritière à tout ça. Et d'un autre côté, tu as la petite sœur qui, elle, a été beaucoup plus... d'ailleurs beaucoup plus fantasque, moins studieuse que l'aînée, parce qu'aussi, en tant que la deuxième, elle n'avait pas toutes les responsabilités, tout ça. Sauf que l'aînée va prendre le choix de tout quitter et entrer dans un ordre. Donc c'est une espèce d'armée de ce monde-là, en fait. Donc elle doit renoncer à son titre et tout ça. Ce qui fait, du coup, la petite dernière va se retrouver héritière. Et donc il y a ce côté-là aussi... trahison, tu m'as abandonné, t'es parti vivre ta vie ailleurs et tu me relègues tout. Et de l'autre côté, l'aînée, elle dit, oui, mais en fait, moi, j'étais dans ce destin tout tracé qui me convenait pas, toi, tu vivais ta belle vie. Il y a ce côté-là un peu, ce côté trahison, cette rancœur, et puis en plus, elles se retrouvaient opposées l'une à l'autre dans l'histoire, en fonction des conflits. Mais
au final, il reste toujours ce côté, ça reste ma sœur. Et même si on s'est pris la tête sur des choses comme ça, au final, elles vont toujours finir par se retrouver, en fait, tu vois. Et je trouvais ça intéressant, cette comment dire, cette dynamique, en fait, ce paradoxe presque entre les deux, que je trouvais très beau, en fait, qu'au final, il y a cet amour profond qui reste là, malgré l'adversité. Et au contraire, j'ai un autre projet, alors pour le coup, celui-là, il n'est pas encore écrit, je sais pas si je l'ai écrit un jour, où il y a le côté très tragédie des frères ennemis. Ah oui. Où là, je parlais du lovers to enemy, là c'est le brothers to enemies, tu vois. C'est vraiment les frères dans l'enfance, etc. Et qu'est-ce qui va se passer pour qu'à la fin, ils soient ennemis, tu vois. Ce côté un peu, ça, c'est un côté vieux comme le monde, hein, Romulus et Rémus, Abel et Caïn, dans les tragédies grecques, etc. Les fils d'Oedipe qui s'entretuent tu vois, ce genre de trucs-là. Moi, c'est un côté qui me fascine. C'est pas parce que c'est la famille de sang que forcément on doit tout pardonner et que l'amour est là. Et c'est pas forcément parce qu'on n'a pas de lien de sang que la famille ne peut pas se créer, tu vois. Moi, dans ce projet de fantaisie que j'ai, en fait, il y a beaucoup d'importance qu'à accorder aux enfants par adoption, par exemple, aussi, que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, voilà, donc les liens qu'on peut créer autrement. D'accord. Ouais, ça me fait penser au fait que ce qui est chouette, enfin, ce qui est puissant aussi avec les relations familiales, c'est qu'il y a des espèces d'attentes collectives de comment est-ce que ça devrait être en fonction de frères, sœurs, grands frères, petites sœurs, et d'aller creuser ce qui fait que ça se passe pas forcément comme ça, ou pourquoi ça ne se passe pas comme la société attend que ça se passe. Mais en même temps, enfin voilà, je veux dire, même les protagonistes de la relation ont des attentes sur ce que devrait être, ce que devrait être, et qu'il y a à chaque fois aussi la comparaison possible avec les mêmes structures dans d'autres familles, etc. Oui, c'est un truc qu'on ressent même nous dans notre société, à ce côté-là. La famille, c'est la famille, c'est sacré. Des gens qui comprennent pas que telle personne ne soit plus en contact avec ses parents biologiques, parce que mais c'est que les parents biologiques ont peut-être eu des actes et des propos horribles et la personne ne peut pas pardonner. Tu vois, il y a tellement de complexité dans les histoires de chacun et des relations de chacun et chacune. Ouais, c'est quelque chose que je trouve aussi beau, aussi fort à explorer qu'une histoire d'amour romantique, en fait. Parce que j'accorde la même importance à l'amour, que ce soit l'amour filial, l'amour, la sororité, la fraternité, ce genre de choses. Est-ce que tu voulais rajouter d'autres choses sur la famille dans ton œuvre, ce que tu as voulu dire, mettre en avant? Non, pas spécialement. Je pense que là, c'était vraiment... pour moi, c'était vraiment le nœud principal. Après, je sais qu'il y a d'autres membres de la famille. Il y a les sœurs, il y a Myrtille et tout. Mais c'est vraiment dans Anna Sandre que j'ai mis le plus de choses, que j'ai mis le plus d'intention, on va dire. Et comme je disais, donc, alors c'est moi je dis Myrtle, mais du coup on dit Myrtille. Tu peux dire comme tu veux. Moi je dis Myrtille, mais on s'en fiche. Mais Myrtle, du coup, c'est la cousine de Cécilie. Mais j'aime bien aussi, il y a ça, mais je trouve qu'il y a vraiment ce côté... Alors, elle est plus jeune que Cécilie, mais j'aime bien la dynamique entre elles deux. Ce côté-là, vraiment, aussi ce côté un peu amitié, en fait, très forte entre ces deux cousines. Et j'ai beaucoup aimé, en fait, que Cécilie, en fait, se soutient de ce côté-là, en fait. Surtout que Myrtle est aussi son histoire prend sa propre ampleur dans le tome 2, parce que j'ai beaucoup aimé. C'est devenu un de mes personnages préférés dans le tome 2. Et j'aime bien, en fait, j'accorde beaucoup d'importance, moi, de plus en plus, je le remarque, aux amitiés féminines. Parce que je trouve que la société a tendance à nous opposer. Oui. Tout à fait. Alors, à une moindre échelle, j'ai un peu abordé ça dans Le Reflet Brisé, même s'il y a le personnage de Kirsten, elle a pas de best friend, hein, parce que c'est un personnage assez égoïste, narcissique, on va dire. Mais en fait, vu que ça interroge sur la place d'une femme à la cour, au pouvoir,
Mhm. Il y a d'autres femmes à la cour et je voulais interroger la place des femmes au pouvoir. Et en fait, Kirsten a tendance à voir les autres comme des rivales, des ennemis, Ouais, parce que c'est la reine, puis il y a la favorite du roi, les autres, tu vois, les autres courtisanes et tout. ouais, c'est Et ça. il y a un autre, évidemment, il y a un personnage féminin, une princesse d'une cour étrangère qui lui dit, mais en fait, on devrait plutôt en fait s'allier, en fait, c'est plutôt dans notre intérêt. Et je voulais travailler ça, même si Kirsten n'est pas du tout un personnage féministe, hein, elle n'hésite pas à jeter les autres femmes sous le bus pour obtenir ce qu'elle veut. Mais voilà, c'est pas vraiment une bonne personne non plus, quoi. Mais je trouvais ça Ouais. intéressant de, voilà, de pas, faut pas que le personnage comprenne d'un moment, bah, peut-être au lieu d'essayer d'éliminer toutes ses rivales, c'est peut-être mieux peut-être de s'allier, non? Ouais, ouais, j'aime beaucoup c'est pour ça que la relation entre Cécilie et Myrtle, j'aime beaucoup, en fait, cette puis il y a la dynamique un peu du grande sœur, petite sœur aussi Ouais, mais qu'on c'est vrai que voit. ce sont des dynamiques. C'est hyper important de représenter ça. Et quand tu parles de la cour, en plus, dans ce setting-là, il y a tellement. Enfin, structurellement, c'est fait pour opposer les femmes, quoi. Ouais, ouais. Donc c'est d'autant plus important de représenter, enfin, de remettre ça en question, justement. Je pense que ce que j'aime bien aussi dans plus largement, l'amitié, quel que soit le genre, ce que j'aime bien, en fait, c'est que comme j'accorde beaucoup d'importance, dans une relation à ce qu'il y a aussi en dehors du côté, désir charnel, tout ça, Mhm. je trouve dans l'amitié, il y a ce côté-là, c'est, sans l'attirance physique et tout Ouais. ça, il y a une autre forme très forte, en fait, sous cette fidélité que tu peux avoir, en fait, cette connivence avec quelqu'un, mais aussi cette fidélité, enfin, on pense par exemple une relation très connue, très forte. Je sais pas si je pense à Sam et Frodon dans Le Seigneur des Anneaux, des Oui, choses comme ça, tu vois. oui, Il y a oui. côté quelque chose au-delà de l'aspect romantique, ce lien très fort entre deux personnages, au-delà de tout ce qu'il y a de romantique, c'est quelque chose de très beau en fait. Si vous avez eu la chance d'avoir des amitiés qui ont duré par-delà les années, ou même Mhm. ou des amitiés peut-être plus récentes, mais où vous avez trouvé quelqu'un en fait sur qui ça match et que c'est peut-être vous le connaissez pas peut-être depuis l'enfance que depuis quelques années, mais il y a cette même intensité. Je trouve c'est tellement une chance en fait. Et je crois que j'écoutais une booktubeuse qui s'appelle Lire avec Lilia qui expliquait en fait que comme quoi on peut avoir on fait la rupture, on peut faire une rupture d'une relation amoureuse, mais aussi on parle pas de la rupture Ouais, d'une amitié qui ça peut être aussi destructeur en fait. totalement, totalement. C'est un truc que enfin, je l'ai pas vraiment abordé dans Emblème, mais c'est un sujet qui me questionne et Cécilie, par exemple, est une très mauvaise amie. J'ai beaucoup aimé c'est drôle de dire comme ça, j'ai beaucoup aimé cet aspect du personnage, j'ai trouvé ça très intéressant à exploiter. Oui, bon, du coup, bah, je vais pas spoiler ou quoi, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai abordé un petit peu dans le tome 2. Et, le côté, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que bah, comme on est voilà, dans une société plutôt monogame, quand on parle enfin, quand on est en couple et qu'il y a quelque chose, enfin, ça va plus, bah, enfin, on envisage la rupture. On envisage la rupture pour trouver autre chose. Quand on est dans un cadre d'amitié, comme on peut multiplier les amitiés, euh, je trouve qu'on peut aussi avoir tendance à... Comment dire ça? La rupture amicale, je trouve, est plus tabou. Et Ouais, pourtant, ouais. et pourtant, et pourtant, une amitié peut être toxique, une amitié peut être destructrice, une amitié peut ne pas évoluer. Enfin, en fait, t'as aussi le plus un. Je veux dire, t'as aussi le 1 plus 1 égale 3 dans une amitié. Admettons, deux personnes peuvent évoluer hors de leur amitié. Et en fait, une amitié qui devient complètement vide de sens, finalement. Enfin, il y a plein de choses. Il y C'est a plein de ça, choses des avec fois l'amitié. en fonction des destins que certaines personnes prennent. Par exemple, moi, de mes amis d'enfance, je suis en contact avec encore quelques personnes, mais peu parce que bah on s'est Ouais. nos vies ont pris un cours différent et c'est normal en fait. Mhm. On n'est plus la même personne qu'on était enfant, que
on a été ado, qu'on a été à la fac, que je suis aujourd'hui à 27 ans et je serai pas la même personne dans 10, 20 ans, tu vois. Ouais. C'est normal, c'est la vie et ça, c'est un côté très, peut-être qu'on retrouve pas forcément aussi dans la fiction parce qu'on a peut-être tendance à idéaliser, mais c'est pareil en amour, en fait. Dans les histoires d'amour, on a peut-être ce côté un peu, une fois que le personnage trouve la bonne personne, c'est la bonne. Ouais. Tu vois, ce côté-là un peu... Non, je pense que c'est quelque chose que... Alors que moi, c'est quelque chose qui m'intéresse autant que j'ai envie d'explorer dans mes prochains projets. Et peut-être quelque chose que je vois pas encore assez mis en avant dans les histoires vraiment d'amitié. Mais c'est peut-être parce que je lis pas les bons romans non plus. Mais c'est un sujet, ouais, c'est des relations qui peuvent me faire ressentir autant de choses qu'une histoire d'amour romantique. C'est pour ça que je voulais un peu parler de l'amitié dans cet épisode. Oui, c'est chouette. C'est chouette d'y avoir laissé une place. Bien, je pense qu'on a fait un petit tour de la question sur comment écrire l'amour. Je sais pas si tu voulais rajouter des choses sur le côté écriture avant qu'on passe à nos lectures. Alors non, sur le côté écriture, franchement, j'ai aucune leçon, j'ai aucune leçon à donner. Comme je dis, je suis vraiment pas du tout une experte. Donc c'est plus des accidents. Voilà, c'est plus des accidents et j'essaye de comprendre ce qui s'est passé en ce qui me concerne. Après, voilà, le but du podcast, c'est vraiment plus d'échanger autour d'un sujet, de parler de notre façon de faire, nos ressentis, mais voilà, c'est pas du tout un mode d'emploi. On lance plein de pistes. Donc à faire, et moi j'encourage les auditeurs et les auditrices s'ils veulent de nous faire des retours de leur côté, s'ils veulent ajouter des choses, rebondir. Ah oui, totalement. Si eux ils ont un mode d'emploi sur la chimie par exemple. Et ben du coup je te propose de passer à la dernière partie du podcast. Donc comme d'habitude, on va parler plutôt de nos lectures puisque moi je suis une grande lectrice, donc j'aime bien un peu faire des petites alors recommandations ou non, mais en tout cas un peu faire une ouverture du sujet avec des œuvres qui rentrent dedans. Donc, comme à travers les récits qu'on a parcourus, ça, on peut rencontrer des histoires d'amour, quelle que soit leur forme d'amour, du coup, qui peuvent nous marquer. Donc, je voulais savoir, toi, lesquelles t'ont marqué et pourquoi. Alors, moi, j'en ai 3. J'ai vraiment dû fixer ma bibliothèque pendant je sais pas combien de temps avant de me dire en fait je sais pas. Mais non, et finalement je suis ressortie avec 3 histoires. La première qui m'est venue à l'esprit, c'est l'histoire d'amour entre Vassia et Morosco. Oui. J'ai adoré parce que en fait c'est, comment dire, leur histoire est à la fois évidente et à la fois pas importante. Que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Oui. J'ai l'impression. Je sais pas comment dire. En fait, il n'y a pas ce côté cringe de la jeune héroïne qui est avec le dieu millénaire. De base, moi, je déteste le trope du mec qui a 500 ans et la nana qui a 17 ans. Et pourtant, là, ouais, bah, techniquement, c'est un peu ça. Ouais, c'est ça. C'est une entité. Donc... Et ben, j'adore. Mais moi aussi. Comme quoi. Moi aussi. Là, j'ai adoré. Mais en fait, ils attendent pas. Enfin, ils veulent. En fait, ils ont. Comment dire ? Ils ont pas des attentes humaines l'un envers l'autre. Je pense que c'est ça. Je pense que Vassia n'attend rien de Morosco. Et Morosco n'attend rien non plus de Vassia. Mais ils s'apportent quand même, enfin, ils se croisent et se suivent et s'apportent des choses enfin, je sais pas. C'est pas quelque chose qu'ils recherchent activement. Pourtant, c'est là et c'est d'une évidence. Ouais, c'est ça. C'est juste là. Et en même temps, ce serait pas triste si ça s'arrêtait, genre. Oui. Ouais. Et je crois que c'est ça, ce côté. Il n'y a pas Morosco brûlerait le monde pour Vassia. Enfin, oui, parce que je pense que ça, le fait qu'il n'y ait pas ça,
ça participe à, en fait, pourquoi le personnage de Morosco est si intéressant aussi. Parce qu'il garde ce côté un peu... il est pas humain, il est d'un autre monde, c'est une entité. Ouais. C'est l'incarnation de l'hiver et de la mort. C'est une autre dimension, en fait, que ce qu'on, nous, en tant qu'humains, on peut conscientiser. Peut-être qu'elle est plus... faire autrement, concrétiser plus davantage ce qu'il y a. Ça serait peut-être aller à l'encontre de cette aura qu'il a. Ah, mais totalement. Totalement. Et même, en fait, le fait que Vassia puisse avoir quelque chose, quoi que ce soit avec lui, c'est parce qu'elle fait aussi partie de son monde. C'est parce qu'elle n'est pas complètement... Elle est aussi dans une autre dimension, finalement. Ouais. Et donc, ouais, vraiment, j'ai adoré. J'ai adoré. Est-ce que tu veux enchaîner avec tes autres ou tu veux qu'on alterne? Ouais, on peut alterner. Alors, du coup, je vais rebondir avec une autre histoire d'amour qu'il y a que j'aime beaucoup. Parce que pour les autres, c'est pas des histoires d'amour romantiques que j'ai choisies. Mm-hmm. Alors, au début, j'avais mis Elle et Orion, mais comme je l'ai déjà évoqué, donc je vais pas revenir dessus. Moi, une que j'aime beaucoup, que j'ai découverte quand j'étais beaucoup plus jeune, mais qui est restée en moi, c'est dans Six of Crow. Ok. Tu as lu? Ouais. Je sais pas si tu as... Ouais. J'ai lu le tome 1, en tout cas. Kaz et Inej. Ouais. Et ce que j'aime beaucoup, alors ça peut peut-être frustrer des gens, mais ce que j'adore dans leur relation, c'est que il y aura, tu sais, enfin, il y a pas de, ils sont pas très proches physiquement, ils s'embrassent pas, parce qu'en fait, ils ont tellement, les deux personnages ont tellement un passif tellement difficile dans ce qu'ils ont vécu, ils ont tellement de traumatismes pour nous et tout ça, ça pourrait pas aller, par exemple. Kaz, il a vécu un truc horrible dans son enfance qui fait que le contact de la peau humaine contre la sienne, ça le dégoûte en fait, ça le révulse physiquement et il peut tomber dans les pommes, tu vois. Et Inej, elle a été victime de trafic humain, elle a été dans une maison close de force, donc ouais, vous imaginez ce qu'elle a vécu, quoi. Et malgré ça, qu'ils sont tous les deux pleins de blessures intérieures, de traumatismes, etc. Ils ont tellement de poids sur les épaules parce qu'ils vivent en... c'est pas des jeunes de 17 ans normaux dans ce qu'ils vivent, ce qu'ils font. Ils sont beaucoup plus matures qu'ils devraient l'être à cet âge-là, en fait, les pauvres. Et malgré ça, il y a un côté tellement sincère, en fait, entre cette fidélité qu'ils ont l'un avec l'autre. Même si des fois, si Inej, elle dit, mais se casse, quoi. Et j'aime bien, c'est qu'elle hésite pas. Tu vois, c'est pas aveugle, en fait. Elle, quand ça va pas, elle remet les choses en place et puis elle a ses limites, en fait. Inej, c'est un personnage féminin que j'aime beaucoup parce que jamais elle va dire, elle va sacrifier quelque chose pour le mec, quoi. Ouais. Et lui, il accepte ça totalement, en fait. Qui pourront pas être ensemble. Et que peut-être, en fait, leurs deux chemins ils vont naviguer côte à côte. Mais au bout d'un moment, ils vont dévier chacun dans leur direction, tu vois. Mais je sais pas, il y a tellement ça, et j'aime beaucoup, parce qu'il y a plusieurs relations qui se créent dans Six of Crow. J'aime beaucoup aussi une autre, mais je voulais parler de celle-là parce qu'il y a ce côté vraiment... j'avais jamais lu à l'époque. Quand je l'ai découvert, je l'ai lu à sa sortie, donc je crois qu'il est sorti en 2016, quand ça datait. Et je m'en souviens quand l'adaptation Netflix est sortie, et je m'en souviens, les fans étaient en mode... Mais si Netflix, ils veulent faire ce côté-là et pour glamouriser le truc et romancer le truc, s'ils font embrasser les personnages, mais genre en mode, c'était limite pétition. Alors d'habitude, c'est l'inverse. Oh, j'espère que ce couple-là, tu vois. Et ben là, c'est la mignon. Ils ont pas intérêt qu'ils s'embrassent, quoi. C'est en mode vraiment, parce qu'à tel point que c'est important pour les personnages. Alors bien sûr, ils apprennent à... Ce qui c'est très beau aussi, c'est que, sans spoiler ce qui se passe dans le tome 2, tout ça, mais c'est des personnages qui évoluent et qui, il y a cette note d'espoir de pouvoir guérir aussi, qui est là, et qui est très belle, donc c'est pour ça que je voulais parler. Donc, Et j'ai galéré à trouver pourtant des histoires d'amour qui m'ont marqué ou qui m'ont plu, j'en ai, hein. Mais je savais pas comment expliquer, en fait. Et celui-là, j'ai dit, celui-là, je sais, en fait. Donc, j'ai dit, ça est devenu une évidence, après, quand j'ai dit Kaz et Inej. Ah ouais, ça me fait penser à une autre. Bah, du coup, elle était pas dans ma liste. Attends. Je ne retrouve pas le nom des personnages parce que j'ai lu ça quand j'étais ado. Et je me rappelle plus. Je crois qu'il y en a un qui s'appelle Nathan. Mais c'est Pierre Bottero, Le souffle de la hyène. J'ai jamais lu encore, mais... Bon, mais c'est pas grave, parce que du coup, je vais pas en parler parce que sinon,
Mais en gros, on a une héroïne ouais, c'est un peu pareil que Kaz, elle supporte pas d'être touchée. Et elle est métamorphe, elle peut se transformer en hyène. Et en plus, une forme un peu haineuse comme ça. Enfin, elle voit vraiment sa condition de métamorphe comme quelque chose de monstrueux, etc. Et de terrible. Et c'est à cause de ce monstre intérieur qu'elle supporte pas d'être touchée. Mais bizarrement, quand elle est sous forme de hyène, enfin, quand elle est sous forme animale, c'est OK. Genre, et donc, en fait, on a une histoire d'amour qui est complètement platonique, pour le coup, entre les deux protagonistes. Et en même temps qui est tellement belle. Après, je veux pas spoiler, mais... je veux pas spoiler. Je veux pas spoiler. Mais moi, j'ai adoré celle-là aussi. Et c'est vrai, mais c'est quelque part, encore une fois, on enlève la dimension physique. Et puis, il y a plein de choses qui se passent. Ah, c'est bon signe pour moi si en dehors de l'attirance physique, il y a rien, c'est que, voilà. Là, il y a tellement de trucs à côté, quoi. Et je Ah, du coup, pense maintenant, que je pense à plein de trucs. C'est fou. je pense que la relation Kaz et Inesh, il y avait vraiment le bisou à la fin, les trucs comme ça Ouais, ça enlèverait en casse. fait. Parce que ce que j'aime bien, c'est que l'amour ne guérit pas en fait. C'est pas ah bah par amour à la fin bah ça y est j'ai plus Mhm. voilà je peux toucher les gens normalement comme avant. Non en fait c'est pas comme ça en fait. C'est pas l'amour guérit tout hein. Si seulement mais non c'est plus complexe que ça en fait. Donc pour moi c'était important. Ouais, totalement. Est-ce que tu veux me donner du coup ta deuxième histoire? Ouais, alors ma deuxième histoire, c'est dans Cuchiel, je sais pas si tu connais. J'ai jamais lu, mais je vois de quoi ça parle. Et du coup, c'est l'histoire entre Phèdre et Jocelyn. Je pense pas que ce soit une histoire d'amour genre désirable ou quoi que ce soit parce que je la trouve profondément inégale et en même temps super belle. Déjà, faut savoir que Cuchiel, c'est une saga qui s'étend vraiment sur des années et des années. Après, elle continue, donc il y a comme une deuxième époque avec d'autres protagonistes, mais on voit toujours les protagonistes du premier tome. Et en fait, du coup, on suit ces héros vieillir, enfin, grandir, vieillir ensemble. Donc il y a quelque chose de très beau là-dedans aussi parce qu'on sort complètement de ce côté qui est mis en avant dans la plupart des livres et qui est la découverte de l'autre et de l'émoi amoureux. Ce côté, on voit que le côté lune de miel, enfin on va dire, de la relation et pas toujours forcément comment elle s'inscrit dans la durée, comment elle peut évoluer. Et en fait, le truc avec Phèdre et Jocelyn, donc c'est que Jocelyn à la base avait fait un vœu de célibat. Et donc, pour être avec Phèdre, il a rompu ce vœu et il a tout perdu. De son côté, Phèdre, elle se prostitue. Je pense pas qu'on appelle ça comme ça dans le livre parce que ça a toute une dimension qui est très liée à la religion dans le livre. Et elle se prostitue principalement à des personnes qui aiment faire souffrir. Et en fait, Jocelyn, de base dans son ordre, c'est un protecteur. Donc tout ça va profondément à son encontre. Donc on commence par le vœu de célibat, puis ensuite son côté qui veut garder les gens en sécurité. Le fait qu'il abandonne son vœu de célibat pour Phèdre, mais jamais, même s'il déteste profondément ce qu'elle fait, jamais il ne va attendre d'elle qu'elle abandonne qui elle est en retour. Et ça, j'ai trouvé ça, enfin voilà, j'ai trouvé ça apaisant en fait. Jocelyn du coup souffre beaucoup, le pauvre, hein. Après, il gagne une grande sérénité et j'ai adoré les discussions qu'il pouvait avoir plus tard dans la deuxième saga avec le protagoniste de la deuxième saga, où tu vois vraiment la sagesse qu'il a pu accumuler. Et leur couple a une vraie aura, en fait. C'est deux héros de la nation, hein, finalement, les deux. Ils vivent des choses extraordinaires ensemble. Il y a un truc avec eux, un truc avec leur couple qui est très beau, en fait, et qui est plein d'abandon de soi, du coup, pour Jocelyn. Après, Phèdre sacrifie pas grand-chose. Elle sacrifie beaucoup de choses
pour la nation, peu de choses pour Jocelyn. Mais, mais voilà, je trouve ça très beau. Puis ça va bien aussi avec l'archétype du personnage de Jocelyn qui finalement est dévoué et qui prolonge cette identité-là dans sa relation avec Phèdre. Enfin bref, j'ai trouvé que c'était trop beau, même si c'était très inégal. Voilà. Mais j'avais déjà repéré Cuchel et ça me donne encore plus envie de le lire. Ouais, voilà, Phèdre et Jocelyn, mes amours pour toujours. Moi, je vais partir sur plus le trope de la fan family, dont je parlais tout à l'heure, qui est un de mes tropes préférés. Enfin, on me dit qu'il y a une fan family dans une histoire, je signe direct. Enfin, moi, je vais parler du coup du sorceleur de The Witcher. Alors, Andrzej Sapkowski. Ouais, je crois que ça. Je sais pas comment ça se prononce non plus. Et du trio formé par donc Geralt, Ciri et Yennefer. Alors, Geralt et Yennefer, déjà, il y aurait déjà de quoi dire pour leur relation. On m'a dit que c'est une histoire d'amour très tumultueuse, qui sont assez toxiques aussi d'un côté, mais qui marche et qui est une des plus belles histoires du bouquin, en fait. C'est pour ça que les gens qui jouent à The Witcher 3 qui choisissent Triss comme romance, ça voit qu'ils n'ont pas lu les bouquins. Si t'as lu les livres, Triss, non. C'est Yennefer, en fait. Enfin, bref. Mais c'est pas une histoire d'amour parfaite, loin de là. Je m'égare encore, mais il y a ça, en fait. Donc, il y a cette relation, mais surtout, il y a aussi le personnage de Ciri, qui est la fille adoptive, en fait. C'est qui va aussi un peu les réunir, parce que même si eux, ils ont des hauts et des bas, parce que Geralt, il a ses missions de sorceleur, et Yennefer, de son côté, elle a ses ambitions de sorcière et tout, et que c'est un personnage assez égoïste et aussi qui ne donne pas beaucoup. Sauf pour moi, je l'adore. J'aime bien les connasses, en fait, les personnages féminins qui sont des connasses. J'adore. J'adore, c'est mon péché mignon. Et en même temps, je sais que les gens n'aiment pas, donc je suis là pour il y a plein de mecs hyper ambitieux, odieux sur deux, mais quand c'est une femme, ça passe pas. Yennefer, c'est ça, je l'adore. Exactement. Exactement. Et en fait... Pardon. Oui, vas-y. Et d'ailleurs, petit aparté, je me suis toujours dit que si Ereb avait été une femme, il aurait été considéré comme naïf et naïf, pleurnichard, tout ce genre de choses. Mais comme c'est un homme, il est sensible et adorable et on a envie de lui faire un câlin et de le protéger du monde. Enfin, je ne dénigre pas ça du tout. J'adore qu'on pense ça de Ereb, mais j'ai l'impression que les femmes peuvent jamais gagner. C'est ça. Et du coup, le truc qui met Geralt et Yennefer d'accord, en fait, c'est Ciri. Parce que alors, faut savoir il y a dans le contexte que Geralt, en tant que sorceleur, il est infertile. Et Yennefer, en fait, en devenant magicienne, dans ce monde-là, les magiciennes renoncent à la maternité. Et en fait, à ce côté-là, en fait, cette gamine, qu'est-ce qu'elle est petite fille quand elle commence, et on la voit grandir, Ciri et ça. C'est vraiment cet attachement, en fait, il y a le côté mère de substitution, parce que Ciri, elle va perdre sa mère et sa grand-mère, toute sa famille, elle va être recueillie par Geralt, donc la figure paternelle, la figure maternelle, Yennefer qui est aussi une mentor pour elle, parce que Ciri a des pouvoirs magiques qu'elle va devoir développer et tout. Et je sais pas, en fait, c'est tellement ce truc de... au final, le vieux couple qui dit on a une enfant en commun ensemble, même si c'est pas vraiment leur, mais il y a pas lien de sang, mais on a une fille en commun et du coup on fera tout pour elle, quoi. Et ce trio vraiment, et je suis hyper, je sais pas, il y a des scènes qui m'ont ému aux larmes parce que ce côté-là, la famille qu'on se choisit, en fait, envers et contre tout. Et je vais pousser encore ma petite gueulante contre Netflix. Mais moi, je regarde l'adaptation en série et dans la saison 2. Ils ont fait un choix par rapport à la relation Yennefer-Ciri, qui est inventée toute pièce, qui sort de je sais pas d'où, qui est venu tout détruire. Je sais pas si je peux dire ou si tu veux, t'en fous, si tu veux... Ah non, moi j'ai vu. Enfin, donc tu peux dire. Enfin, en tout cas, pour moi, tu peux dire. Disons que Yennefer fait un choix hyper égoïste, ce que je peux comprendre, c'est Yennefer, mais qui
qui vient miner en fait toute la relation qu'elle doit construire après, avec Siri. En fait, je vois pas d'où peut naître la confiance entre ces deux personnages suite à ce que fait Yennefer dans la série en fait. Ok. Donc elle met un petit peu beaucoup la vie de Siri en danger. Ce qui n'apparaît pas je pense que je vois l'événement. Et qui est complètement inventé, qui est pas dans les romans. Ok. Et après, dans la saison 3, ils remettent, il y a une scène où Yennefer doit faire ses adieux à Siri, l'actrice, je trouve qu'elle le joue hyper bien, où j'étais vraiment pas en larmes, quoi. Mais il y a toujours ce truc de la saison 2 qui est là et qui n'aurait pas dû être là, parce que finalement, dans la saison 3, ils développent la relation comme dans les bouquins. Du coup, tu te dis, ouais, mais il y avait ça. En fait, ils se sont eux-mêmes tiré une balle dans le pied. J'ai pas compris pourquoi ils ont mis ça. Enfin, Yennefer, c'est un personnage très complexe qui fait plein d'erreurs, de choix égoïstes, tout ça. Je comprends qu'en fait qu'on peut la détester aussi. Hein, je comprends. Hein. Mais là, c'était pas la peine de faire comme ça en fait. C'est peut-être vague, mais ceux qui ont vu la série, je pense, comprendront. Si tu veux, je te le dirai en off après. Mais ça va. Mais ouais. Mais dans les bouquins, ouais, là. J'aime beaucoup en fait cette dynamique qu'il y a entre les trois personnages. Est-ce que tu veux nous présenter ta dernière histoire ? Oui, la dernière histoire. Donc moi non plus, on n'est plus dans l'amour romantique ici. On est dans le livre Meute de Karine Arden. Oh pardon. De Karine Renberg. Je suis désolée. Karine Renberg. Ça a fait pouf dans ma tête. Mais là, en fait, on a donc de nouveau pas de liens familiaux, mais donc on suit donc une meute de loups-garous. Et il se trouve que on va avoir un personnage, donc Nate, qui est je me rappelle plus super bien parce que je l'ai lu il y a des années, mais il me semble qu'il est un peu à l'écart de la vie de la meute, si je dis pas de bêtises. Et en fait, il va y avoir un nouveau loup, plutôt un petit loup-pio, un petit louveteau, qui est complètement traumatisé, qui a des difficultés pour s'alimenter, qui fait confiance à personne, etc. Et il va y avoir vraiment un lien qui va se tisser entre ces deux-là, mais super fort. Un lien super fort qui se tisse entre les deux. Et j'ai trouvé ça, mais tellement beau et tellement, tellement juste. Et cette relation m'a captivée, mais plus que n'importe quelle romance en fait. Et je me souviens que ça m'avait vraiment fait quelque chose, la façon dont il s'apprivoise, la façon dont la confiance petit à petit naît, les petits gestes qu'il fait pour donner du confort à Callum et en même temps, pour l'apprivoiser, genre lui apporter du chocolat chaud parce que c'est lui qui se rend compte que le salé avec lui ça passe pas et qu'il faut du sucré, que manger c'est difficile, alors le chocolat chaud ça doit passer. Enfin, je veux dire toutes ces petites choses qu'il essaye de faire en fait pour que cet enfant revienne au monde quelque part parce qu'il est complètement ailleurs. Enfin, je trouvais ça mais tellement beau, tellement magnifique ce qui se tisse entre les deux. Et la façon dont, par micro-gestes, vraiment micro-expression, Callum le lui rend. Je trouve ça trop beau. J'ai adoré. T'es pas la première à me recommander ce roman et il faudra que je mette la main dessus. Ah oui. Ouais, vraiment. Moi, pour ma dernière recommandation, je voulais parler d'une histoire d'amitié. Alors au début, quand je faisais le tour de ma bibliothèque et je voulais vraiment famille, amour romantique et amitié, je me disais, l'amitié, je savais pas quoi prendre. Puis mes yeux sont posés sur ce roman, je me dis, mais oui, c'est évident parce que ça s'appelle donc Les Amitiés fantômes de Morgan Stankiewicz, qui est sorti donc aux éditions Goater. Et alors, c'est un roman qui parle surtout du deuil. En fait, c'est l'histoire de Nora qui perd subitement sa meilleure amie Ivy. Mm-hmm. Et donc d'où le nom. Et c'est du fantastique parce qu'en fait, alors elle vit le deuil, elle le vit très très mal. Vraiment, c'est comme on disait, la perte d'un amour, la perte d'une amitié, c'est comme si elle perdait une sœur, en fait, c'est horrible. Et le fantôme, en fait, d'Ivy, sa meilleure amie, va apparaître pour lui parler et la visiter. Et en fait, ensemble, elles vont faire la liste qu'elles avaient fait quand elles étaient ados, genre les 10 trucs à faire avant de mourir. Et le récit est ponctué, en fait,
de flashbacks de leur rencontre quand elles étaient gamines et tout, des hauts et bas de leur amitié, parce que quand elles étaient au lycée, il y a une grosse rupture amicale entre elles deux, un truc terrible, tu vois, et finalement des années après, elles ont réussi à se retrouver et tout, et j'ai trouvé ça très beau en fait. Dans certains aspects, je me suis reconnue parce que moi aussi, j'ai eu des amis d'enfance avec qui je me suis disputée, on s'est pas parlé pendant des années, puis on a fini par se retrouver, tu vois, ce genre de choses. Et c'est un roman qui m'a émue aux larmes, parce que voilà, comment faire le deuil de sa meilleure amie. Et j'ai beaucoup aimé comment elle était, cette amitié, elle était incarnée, cette amitié entre ces deux filles, voilà. Donc, j'ai pas trop de choses à dire en plus parce que voilà, c'est un roman qu'il faut ressentir, quoi, qu'il faut découvrir. Mais Morgane, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, de ce que j'ai lu d'elle pour l'instant. Donc voilà, c'est mes amitiés font tout. Je note la reco. On arrive à la fin de l'épisode. Avant de nous quitter, Ina, est-ce que tu as des actualités que tu voudrais partager, des projets en cours? Voilà, je te laisse le mot de la fin. Si tout ce que tu veux partager, tu peux. Alors, pour le moment, j'ai pas grand-chose à partager parce que je suis dans une phase sous-marin, donc c'est-à-dire une phase où je travaille de mon côté, avec pas de sortie prévue et donc pas de com en route. Mais là, je travaille du coup sur un roman de fantasy, dark fairy tale. J'en dirais pas beaucoup plus. C'est celui dont je t'avais parlé, je t'avais parlé à Montreuil. Sinon, d'un côté un peu plus artistique, j'ai lancé ma boutique de tampons de dédicaces personnalisés, Book a Stamp. Et voilà, je pense que de mon côté, 2025 sera une année tranquille du point de vue de l'édition, en tout cas. Mais t'as déjà enchaîné deux belles sorties qui ont trouvé leur public en Emblème. Là, elle a une belle réception, je trouve, de ce que j'en ai vu. Donc, Oui, c'est vrai que l'accueil d'Emblème m'a fait énormément plaisir. Et c'est une aventure merveilleuse. Enfin, genre, même dans mes rêves, voilà, je rêvais pas de ça, quoi. Est-ce que tu as déjà des dates de salon en 2025 ou c'est encore trop tôt? Alors, oui. Alors, déjà, sur certains, je vais à la Foire du Livre de Bruxelles. J'y serai là le week-end et une partie pour les scolaires, parce que je fais des ateliers pour les scolaires. Je serai là à Trolls et Légendes et je serai là aux Imaginales. Alors, il y aura sans doute d'autres, peut-être d'autres dates qui viendront se mettre, mais en tout cas, celle-là, c'est celles qui sont confirmées. Est-ce que tu peux nous donner les réseaux sociaux sur lesquels on peut te retrouver? Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram, le @ina.ciel, mon nom de tout simplement. Oui. J'ai le même nom d'utilisateur sur TikTok, si vous voulez, mais j'y publie plus beaucoup en ce moment. Je peux mettre si tu veux, je peux mettre en barre d'infos aussi le compte Insta pour tes tampons, du coup, que tu as lancé. Ça marche, merci. Et voilà, encore merci à toi, Ina, de m'avoir accordé une partie de ton après-midi. Merci pour l'invitation. C'est très chouette et c'est très stimulant comme ça. Voilà. J'espère que l'épisode vous a plu. Nous, on se retrouve pour un épisode, une interlude en fin février, normalement. Et puis après, comme d'habitude, tous les 15 du mois pour les épisodes classiques. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes de bonne lecture, de bonnes séances d'écriture, et à bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode d'À la croisée des plumes. J'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou une note sur votre plateforme d'écoute. Pour ne pas rater les futurs épisodes, vous pouvez suivre le podcast sur Instagram à la croisée des plumes_podcast. Et si vous voulez suivre mes actualités en tant qu'autrice, rendez-vous sur @nina.gorlier. En attendant le prochain chapitre, je vous souhaite de bonnes lectures et plein d'inspiration pour vos projets d'écriture. À la prochaine!